amis, j'étais obligé d'interrompre quelques instants la diffusion pour essayer de trouver une solution avec Grégor qui ne m'entend pas. Voilà, donc je ne sais pas. Écoutez, peut-être que les amis de Christian Boucher ont le bras long, j'en sais rien. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends maintenant. Ah, voilà, très bien. Donc, je disais à nos amis, j'ai commencé à présenter un petit peu l'émission en disant que Christian Boucher était, comme il le dit lui-même, le passeur des autres personnes. Il est le principal éditeur de Douguin en France. Et que donc, il n'a jamais fait connaître de désaccord avec Douguin. Et donc, on peut estimer que, puisqu'il se veut passeur d'idées, d'une certaine manière, il s'efface devant Douguin. Et à certains égards, on peut dire qu'il est le propagateur non seulement du travail de Douguin en France, mais du douguinisme en France, de l'eurasisme en France. Et donc, on va voir tout ce que ces notions recouvrent, justement. Mais on peut dire, pour commencer, que l'équation Boucher égale Douguin francophone est valable, Grégorovitch. Complètement. Complètement. Je te laisse poursuivre, hein, mais je suis Oui, entièrement. Ça fait 30 ans qu'ils se connaissent, depuis 91 ou 92, ils le disent eux-mêmes. Voilà, paraît-il même que c'est Christian Boucher qui aurait fait connaître Aleister Crowley à Alexandre Douguin. Donc là-dessus, le décor est posé. Et la deuxième question qui vient, c'est peut-être que je vais vite en besogne, il va falloir décomposer, mais Boucher a clairement les deux pieds encore dans Aleister Crowley. Et comment se ferait-il que Alexandre Douguin il est complètement échappé? Ça, c'est une chose qui est aujourd'hui prétendue et qui ne tient pas la route. Donc, on va essayer de oui, on démontrer va que revenir c'est. là-dessus. Voilà, On reviendra là-dessus en absolument. deuxième partie d'émission. On va déjà commencer par présenter un peu Alexandre Douguin. Donc, Alexandre Douguin dit de lui-même qu'il a découvert Evola, Guénon et Coomaraswamy, c'est-à-dire les trois des grands auteurs de l'école qu'on appelle pérennialiste ou traditionniste. Il aurait donc rejoint un groupe qui se réunissait dans une bibliothèque publique de Moscou avec un certain Gédar Jamal, qui jouera, semble-t-il, un rôle dans le renouveau de l'islam politique en Russie. Ensuite, Douguin aura on va dire qu'il aura un petit peu maille à partir avec la police du fait de son adhésion à ce groupe pérennialiste, puisque paradoxalement, lui normalement est un fils de la nomenclatura. Son père est membre des services soviétiques. Et Douguin commence, on va dire, une carrière un peu dandy, puisqu'il est normalement intégré on va dire, à la jeunesse de la nomenclatura. Il fait des études dans un institut universitaire qu'il finira par quitter du fait de ses démêlés avec la police politique, du fait de ses lectures et de l'animation de ce groupe, on va dire, pérennialiste. On va parler de pérennialisme quand Boucher ou Douguin parleront de tradition, il faudra entendre école pérennialiste, c'est-à-dire la gnose évolo-guénonienne. En effet, je crois que ça, c'est le premier point, c'est dire, on va citer d'ailleurs les paroles de Douguin lui-même, hein, Douguin dit de lui-même, je suis d'abord un traditionnaliste. Entendez, je suis un lecteur de Guénon et d'Evola. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la même citation dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, la vidéo d'égalité et réconciliation de la section de Lille, qui date d'il y a 5 ou 6 ans, où Christian Boucher dit exactement la même chose. Il dit, je suis d'abord un traditionnaliste. Guénon, Evola et Douguin. Il ajoute là le nom de Douguin comme finalement étant un auteur pérennialiste comme les autres. Boucher nous dit que d'ailleurs, toujours dans cette vidéo, il a pour projet d'influer sur le cours politique et géopolitique des choses. Et Boucher compare les initiatives de Douguin aux initiatives de Guénon afin de créer des groupes semblables à ce que Guénon a essayé de créer dans les années 20 ou 30, dans les années 10 ou 20 plutôt. Et alors ça, c'était un point qui m'intéressait beaucoup d'avoir votre commentaire là-dessus, Grégorovitch, sur la nature des groupes dont Guénon s'est voulu l'initiateur. Parce que justement, puisque Boucher nous dit que Douguin veut influer sur le cours des choses politiques et géopolitiques en créant des groupes, de quel genre de groupe parlait-on concernant Guénon dans ces années-là? Alors, sur Guénon, je reviens juste peut-être, Monsieur K, juste je me permets de donner deux mots peut-être qui ont, dans les définitions que vous avez données, le groupe qui se rencontrait à la bibliothèque
on va parler du groupe du cercle Juzinski, qui s'appelait des mystiques sexuels ou métaphysiques, et que certains décrivaient comme des poètes de la monstruosité ou des satanistes. Mais bon, ça c'est toujours appréciatif. Mais le terme, c'est le cercle Juzinski. La deuxième chose, c'est sur la partie du renseignement russe, donc c'est souvent appelé le GRU. Voilà. Oui, Alors alors on sur va expliquer Guénon, ce que c'est que le GRU. Le GRU, ce sont les services secrets extérieurs de l'armée soviétique, c'est-à-dire c'est l'équivalent en fait de la, enfin voilà, de la DGSE, c'est-à-dire ce n'est pas le KGB qui est une politique, qui est une police politique et plutôt intérieure, qui serait l'équivalent en fait de la DP, de la aujourd'hui de la DGSI, jadis les renseignements généraux, mais qui était omniprésente partout, qui avait des agents partout, voilà, non seulement des agents, mais des agents provocateurs partout. Le GRU, c'est les services de renseignement extérieur militaire soviétiques. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une autre fois. D'ailleurs, je précise que dans ce GRU, il y a toujours eu une petite minorité, on va dire de Russes blancs, qui ont endossé la casaque rouge pour survivre à la révolution bolchevique et essayer de défendre les intérêts de la grande Russie, de la Russie éternelle, dira-t-on, en toutes circonstances. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que le père de Douguin était de cette tendance. Enfin, en tout cas, rien ne permet de le dire à ce stade. Je vous en prie, Grégor, vous vouliez nous continuer. oui, non, voilà. Alors, par rapport à votre question sur Guénon, alors Guénon, c'est assez difficile de faire une exacte représentation parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, il y aura des omissions nécessairement. Mais tout laisse à penser qu'il a été initié donc, à la HBL, la Hermetic Brotherhood of Luxor, avec un certain Barlett. On a des liens, donc tout ça, c'est dans la filiation de. Alors, c'est d'autres, parce que c'est toute la difficulté, c'est que vous avez des loges. On va plutôt parler de loges paramaçonniques ou martinistes. On va avoir donc une affiliation à Papus. On va avoir effectivement, donc il se réclame d'une idéologie de Saint-Yves d'Alvèdre, donc de la synarchie de Saint-Yves d'Alvèdre. On va avoir après tout l'aspect hindou sur lequel va se greffer. Et dans ce cas-là, on a beaucoup moins de noms. La particularité de Guénon, c'est qu'il a fréquenté beaucoup de choses et que par la suite, il va écrire qu'il aura fréquenté pour mieux les détruire. Bon, ça laisse songeur quand on voit un peu ce qu'il en a fait. Mais effectivement, il a à la fois côtoyé donc des loges maçonniques, il a à la fois côtoyé des loges martinistes, il a à la fois côtoyé des milieux hindous, on va parler de la confrérie, de la fraternité des polaires, voilà. Donc en fait, il y a un ensemble euh, de, de croisements, de croisées de chemins. C'est un carrefour en fait, Guénon. Et la force de Guénon, c'est qu'à la fois, en dehors de son érudition exceptionnelle, à l'époque, il n'y a pas Internet, c'est qu'il a une connaissance rapide des principes, que dès son jeune âge, il a une écriture constante, et ça c'est très important sur la forme, elle demeure jusqu'à la fin de sa vie. Le signifié est le même, pour le même signifiant du début de son écriture jusqu'à la fin, ça c'est quelque chose qui est assez remarquable. Euh, voilà, donc Guénon arrive à, on va dire, codifier, on va dire comme ça, ce que vous appelez le pérennialisme, et il va le mettre sous l'étiquette de tradition primordiale. Tout le problème, c'est que la tradition primordiale, c'est un substantif. En fait, tradition est un substantif et effectivement, il faut accoler qu'est-ce qu'on attend derrière. Donc, tradition oroborique, gnostique, adamique, etc. Et en fait, la grande force, c'est d'avoir su élaguer tout le superflu et en mettant le nom de tradition. Si bien que le nom de tradition, aujourd'hui, même pour beaucoup de catholiques, renvoie vers cette notion de tradition primordiale en fait, qui n'est pas primordiale, on pourra revenir là-dessus. Grégor, parfois on a du mal à vous Tradition. entendre. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes exactement, mais parfois on a du mal à vous entendre. Donc en fait, les bruits autour de vous étouffent votre voix, c'est-à-dire qu'on n'entend pas toutes les syllabes des mots que vous prononcez.
c'est un peu problématique. Voilà, Alors, je vous le dis en toute amitié. tous, est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais, là, je crois que c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je ne peux pas faire mieux, Là, c'est malheureusement, mieux. je suis au téléphone, je suis dehors. Là, Ouais. là, Ouais. c'est mieux. Bon, alors Guénon, en fait, c'est la tradition primordiale, il va codifier la tradition primordiale. Donc tout l'aspect périannaliste qui était un peu vaseux par rapport aux occultistes, il va donner vraiment une sémantique très précise, redéfinir les mots, et ainsi, ça va faire un terrain de jeu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà d'un homme, Guénon met un échiquier en place sur lequel vont se balader ensuite tous ses disciples. C'est ça la force de Guénon. Pour donner une analogie, c'est un petit peu le Ratzinger de l'ésotérisme. C'est celui qui va mettre en place tout ce qui va faire qu'au XXe siècle, puis après, tout le monde va prendre son vocabulaire pour, pour vrai. Voilà. Et en cela, Guénon est un référent. Il aura à la fois, donc je redis, je ne sais pas si vous m'avez entendu, été initié à la HBL, donc la Hermetic Brotherhood of Luxor. Il aura fréquenté les cercles avec Papus. Il s'inscrit plutôt dans une doctrine, on va dire, synarchique, Oui. donc que je précise antérieure à celle de Calergie. Hein. On n'est pas dans le mouvement synarchique d'Empire, mais plus la forme épurée de Saint-Yves d'Alvèdre. Donc on est sur les principes. Donc Saint-Yves d'Alvèdre, c'est les archéomètres, c'est un voilà. Donc en fait, c'est une cabale qui va avoir un vernis à la fois orientalisé, mais pas que, rosicrucien. Donc on va avoir, donc, évidemment les Rose-Croix renvoient toujours à l'Auria nécessairement, mais on va avoir cette couche qui va donner les apparences d'un ésotérisme chrétien. Voilà. Oui, alors quand vous dites Lauria, c'est le laurianisme, donc la Isaac Luria, cabale oui. Oui, laurianique donc de Safed. Ce n'est pas, il faut juste pour expliquer à nos amis, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on ouais, entend rosicrucien, en fait, on a affaire à de la cabale en contexte chrétien, c'est-à-dire de la cabale déguisée sous les oripeaux d'un ésotérisme, d'un vrai ésotérisme pseudo-chrétien. Voilà. c'est ça. Guénon va également aussi fréquenter des groupes templiers, l'ordre du Temple rénové. Voilà. Donc en fait, tous les groupes que Guénon se propose de créer sont quand même des groupes ésotéristes, des groupes gnostiques, des groupes. Il va aussi traîner autour de l'Église gallicane, de l'Église gnostique, qui a une apparence gallicane. Donc Guénon se propose de créer, enfin, pardon, Douguin se propose de créer des groupes, nous dit Boucher dans cette émission, dans cette conférence, un peu à la façon de Guénon, et l'on voit un peu à quel genre de groupe Guénon songe lorsqu'il veut, sinon les initier, en tout cas les rectifier, les réorienter, je mets ça entre guillemets. Guénon, Boucher insiste pour établir hein, l'affiliation de la notion de tradition primordiale en citant, en plus évidemment de René Guénon, toujours dans cette émission, Pic de la Mirandole, Marcille Ficin, Fabre d'Olivet et quelques autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces auteurs? Est-ce que ce sont des auteurs qu'on pourrait considérer comme chrétiens, par exemple? Non, mais assurément, il a raison quand il dit qu'ils ont commencé à mettre en germe ce qu'on appelle le périennalisme. Oui, parce qu'en fait, ils vont dire c'est l'ancienne sagesse, pour Ficin, par exemple. Et donc, on est dans le cadre de la Renaissance. Effectivement, on va avoir des auteurs qui vont avoir même des marques kabbalistiques. Donc, Picule de la Mirandole, je crois que son mentor, c'était Flavius Mitraté. Voilà. Donc, vous avez un ensemble à la fois de mélange entre ce qu'on appelle donc la Kabbale, le côté paganisme, mais pas uniquement, et je cherche le nom, c'est ça me reviendra, une influence. J'ai perdu j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont avec des notions magiques, c'est-à-dire qu'on va clairement être dans l'établissement de talismans, de choses comme ça, donc en pleine Renaissance, et souvent donc avec des représentations chrétiennes, mais qui n'en sont pas, évidemment. On est dans un cadre, j'ai perdu le nom, le nom me reviendra certainement en cours d'émission. Voilà, donc
Oui, enfin, Effectivement, il a raison, pardon, voilà, Boucher a raison, Christian Boucher a donc raison quand il dit que Guénon reprend ça et il affine ça, il a totalement raison. Ça, c'est clair et net. oui. Ouais. Oui, donc les sources de ce pérennialisme, je répète, donc c'est Pic de la Mirandole, Marcel Ficin, Favre d'Olivier. Donc là, on est dans la cabale pseudo-chrétienne. Il cite encore d'autres auteurs, vous en avez cité un, Saint-Yves d'Alvèdre. Alors, Saint-Yves d'Alvèdre, c'est un occultiste. Il a écrit de nombreux livres, La mission de la France, La mission de l'Inde, La mission d'Israël. C'est un occultiste, hein. Alors, un peu de bazar. Quand on le compare à Guénon, évidemment, il a l'air beaucoup plus, comment dirais-je, baroque. Ça a l'air beaucoup moins sérieux, mais enfin, Guénon, d'ailleurs, le discute l'œuvre de Saint-Yves d'Alvèdre avec un grand sérieux, ce qui montre en fait que c'est peut-être pas que leurs deux œuvres ne sont peut-être pas si éloignées. D'ailleurs, encore une fois, là, Boucher a raison de faire le lien avec Saint-Yves d'Alvèdre, entre Saint-Yves d'Alvèdre et Guénon. Il cite encore des choses un peu plus hasardeuses, comme la Société théosophique de Madame Blavatsky, ou le travail d'Édouard Churet, qui est un des derniers, on va dire, démocratisateurs, je ne sais pas quel est le meilleur terme que ça, de la cabale dans les masses dans les années 80 en France, Grégorovitch. Oui, alors Édouard Churet, je ne peux pas trop vous en parler. Je n'ai pas lu Édouard Churet, je connais juste de nom. Sur Blavatsky, effectivement, en fait, Blavatsky va servir un peu de punching ball à Guénon et ce qui va lui donner une caution. Alors ça, c'est assez important à mon sens à expliquer. C'est que Blavatsky n'aurait pas pu séduire les catholiques, clairement. Pourquoi? Parce que c'était trop orientalisé, c'était un peu trop cheap. Donc, elle tirait des notions de choses qui sont tout à fait justes ou moyennement justes. Donc, notamment avec le vril de Édouard Bullard-Lytton. Elle reprendra des notions. Elle a été également initiée par Badmaïev. Vous avez donc son rôle n'est pas mineur à Elena Blavatsky. Mais en fait, ce que va faire Guénon, c'est qu'il va dire en gros que sa religion comparée à la Blavatsky est fausse. Et c'est là où il va, on va dire ce n'est pas du syncrétisme qu'il faut, c'est une synthèse. Et le logiciel guénionien repose essentiellement sur ça, c'est-à-dire qu'on va redéfinir les termes pour leur donner un cachet beaucoup plus sérieux, une apparence donc traditionnaliste, et ce qui va permettre de séduire. On va dire d'une certaine manière que ce soit Blavatsky ou Crowley vont servir la cause guénonienne. Blavatsky pour donner donc des cachets de sérieux, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que fait Guénon? Il va rectifier Blavatsky et ensuite il va pouvoir réorienter sur des conceptions beaucoup plus synarchistes, rosicruciennes, voilà, que théosophiques. Et pour Crowley, là c'est très facile, puisque là on y reviendra, j'imagine, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller sur Taxil, qui est un faussaire et qui a bien servi la cause maçonnique, soit dit en passant. C'est qu'il suffit de s'en référer à la fable guénonienne, c'est-à-dire que Crowley, c'est la contre-initiation. Donc, quand on dit que, par exemple, aujourd'hui, Crowley, j'entends ici que c'est un clown ou ceci ou cela, qu'il était là pour choquer le bourgeois, c'est quelque chose à double fond. Quelque part, c'est pas parce que quelqu'un va avoir une attitude grotesque, quelque part, choquante, qu'il n'y a rien derrière. Crowley connaissait beaucoup de choses, et si Guénon a dénoncé Crowley, c'est de deux choses l'une. Soit Guénon s'est trompé, et dans ce cas-là, il s'est fait avoir comme un bourgeois. Là, ça pose un problème aux guénoniens. Soit il savait qu'il fallait un adversaire. Et en fait, je vais aller, excusez-moi si je saute une étape. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Guénon va infiltrer, par exemple, la France antichrétienne, la France chrétienne anti-maçonnique, pardon, oui, elle a été renommée ensuite par la suite. Il en a pris la direction. Et le tour de force majeur, c'est qu'à l'époque, donc, on est effectivement à la sortie de l'affaire Taxil. Il va y revenir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire en gros, c'est vrai, il y a une mauvaise maçonnerie, c'est la maçonnerie depuis 1717. Mais il y a une bonne maçonnerie, et en fait, il nous dit que c'est les Rose-Croix. Alors, pas la Rosicrucienne, encore une fois, il va découper. Il y a des nuances, hein, il ne s'agit pas de les contester, mais on reste quand même dans le même genre d'influence. Et de dire qu'en fait, il y aurait la bonne maçonnerie n'a rien de chrétien. La bonne maçonnerie, selon Guénon, se réfère donc aux Rose-Croix, donc on va aller
sur des choses, on va dire, évite effectivement plus pur jus, donc quelque part plus perverse, parce qu'effectivement, elle n'aura pas souffert de tout l'aspect spéculatif de la maçonnerie moderne. Voilà. J'ajoute que quand on parle de maçonnerie opérative, elle est souvent confondue avec la maçonnerie corporative. Bon, Est-ce que vous pouvez la expliquer cette maçonnerie formation? opérative, c'est de la magie, pure et simple. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Voilà. La Et maçonnerie opérative, c'est de la magie. La oui, maçonnerie spéculative, alors spéculative, c'est le blabla. En fait, c'est-à-dire on va retrouver des symboles, on va ne plus les mettre en pratique. Donc, qu'est-ce qui va rester? On va effectivement rester dans des rituels, mais qui n'ont plus d'application magique comme, en tout cas, consciente. Parce que la maçonnerie reste toujours de la magie. Mais la ok, question, la maçonnerie spéculative, c'est de la magie, on va dire, fait à l'insu de la plupart des présents. Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que C'est-à-dire, c'est que voilà. la maçonnerie corporative alors? Alors, la maçonnerie corporative, c'est ce qu'on va désigner aujourd'hui, c'est toute la légende qu'on a construite autour des bâtisseurs. Alors, c'est un autre sujet, c'est des sujets gigantesques. Je pense que pour rester dans le cadre, on pourra en reparler, mais on risque d'aller loin. Mais grosso Non, modo, mais il y a une voilà, c'était juste confusion. pour expliquer ces trois notions. Oui, oui, oui. Alors, On a, on a- la maçonnerie corporative, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez donc la maçonnerie spéculative va se créer suite à des incendies, ce qui permet d'éliminer des pièces et d'en faire émerger d'autres, des attaches avec les bâtisseurs de l'ancien temps. Parallèlement à ça, vous allez avoir un autre travail qui va être fait sur les compagnons, ce qu'on appelle les compagnons du devoir, où on va intégrer par exemple un adjuvant qui est celui des Cayennes. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de notion d'ésotérisme chez les compagnons du devoir. Et le fait d'intégrer des notions de Cayenne va pervertir quelque part la, la corporation. Et de là, on va pouvoir commencer à travailler le cousinage entre ces choses qui n'ont rien en commun, en fait, finalement. Parce qu'en fait, la D'accord. maçonnerie est beaucoup plus liée, multiple, mais beaucoup plus à l'influence rosicrucienne. Voilà. Donc je répète pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de Rose-Croix, il faut entendre cabale sous symbolisme chrétien ou pseudo-chrétien. Je disais que Douguin, ainsi que son passeur français Boucher, reprend toute la nomenclature guénonienne. Il parle d'ésotérisme, d'exotérisme, d'adhésion à une tradition propre. Par exemple, pour expliquer la récente conversion de Christian Boucher, oui, je vais en choquer certains, mais j'ai appris de sources absolument certaines que Christian Boucher prétend publiquement s'être converti au catholicisme traditionnel. De la même manière que Douguin a prétendu longtemps être un orthodoxe rattaché à l'église orthodoxe russe et aujourd'hui être un vieux croyant. Bon, on ne va pas rentrer dans les nuances entre les vieux croyants et l'église orthodoxe russe, mais disons qu'en gros, les deux se sont rattachés, comme ils disent, à leur tradition nationale ou civilisationnelle, puisqu'ils doivent répondre à cette exigence du pérennialisme que pour avoir un ésotérisme, il faut une tradition exotérique. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition exotérique? D'un côté, le catholicisme romain traditionnel, et de l'autre, la foi orthodoxe russe. Mais cela n'empêche pas qu'ils ont repris la nomenclature guénonienne. D'ailleurs, c'est très visible dans cette conférence donnée en 2015 ou 2016 par Christian Boucher. Je répète, donc c'est cette conférence donnée devant la section ER de Lille sur Eurasisme et tradition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nomenclature guénonienne et comment est-ce que Douguin témoigne de sa familiarité et même de je dirais, de son osmose avec la vision guénonienne de l'existence, Grégorovitch? Alors, ce qui est intéressant avec Douguin, c'est que il y a un article, par exemple, qui est sur le cosmisme, qui date de 92, je crois, qui était paru dans la revue Politique et Hermétique. Très bon article, d'ailleurs. Dans lequel Douguin va parler chez les initiés, ou plutôt de contre-initiés selon Guénon. Et ce détail, en fait, signifie beaucoup de choses. Il y en a d'autres, hein, mais c'est pour de la phraséologie. Donc, on est en 92. Douguin a le vocabulaire guénonien, donc initié versus contre-initié. Je répète, sans creuser, que ça, c'est une fable, puisque Guénon, en fait, a créé l'appellation contre-initiation comme si l'initiation était opposée à la contre-initiation.
On aura les le temps d'y deux. revenir, ça. On aura le temps d'y revenir. Ouais, Pour ouais, mais l'instant, ça restons c'est sur la très question du important. Voilà, vocabulaire. voilà. Alors voilà. Mais sur la phraséologie, donc ça veut dire qu'en fait, Dugin emploie, selon Guénon, la terminologie initié, contre-initié. Or, bon, je pense que maintenant c'est assez connu. On a le célèbre concert hommage à Crowley en 1995, donc il se trouve 3 ans après ses écrits. Et là, il fait un hommage à Crowley. Alors souvent, ce qui aurait pu se passer, c'est de se dire, quelqu'un qui fait ça, après il découvre Guénon et il s'assagit, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est toujours passionné par le côté occulte, mais il va aller moins dans l'excentricité parce que voilà, il découvre Guénon et il découvre que la tradition est que l'ennemi de la tradition, la contre-tradition, alors c'est aussi une forme de tradition évidemment, mais celle qui serait inverse, et dont Crowley serait un des agents, serait opposée. Alors là, le problème qui se pose, c'est un problème de logique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est guénonien, parce qu'il reprend sa terminologie, et l'article de Dugin est très factuel finalement, hein, il expose, il décrit des choses, on y apprend beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de jugement. Et après, fait quelque chose de pro-Crowley. Ça pose quand même une énorme question, surtout quand, des années après, il rejoue le coup du Guénon et de l'Évola. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment quelqu'un qui a été guénonien peut devenir crowleysien. Tous les guénoniens qui Alors, nous écoutent, c'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que dans ce alors, cas-là, attendez. c'est ne pas respecter la parole de Guénon. Il faut qu'on explique certaines notions avant de revenir à cette contradiction apparente. Qu'est-ce que c'est que la contre-tradition dans l'œuvre de Guénon, s'il vous plaît, Grégoire? Expliquez à nos auditeurs. Alors, son livre, là où il va développer le plus cette notion, c'est dans le règne de la quantité. Alors, c'est quelque chose qui va à rebours, hein, comme son nom l'indique, la contre-tradition. Et de l'autre côté, donc, on a la bonne tradition. Alors, on La va expliquer bonne déjà la tradition tradition, primordiale. ouais, L'idée, c'est qu'il y a un ouais, savoir, une ouais. vérité informelle qui surplombe toutes les traditions. Il faut imaginer une montagne dont certains, qui serait couverte de chemins colorés. Vous auriez par exemple le chemin vert de l'islam, le dernier apparu. Vous auriez ensuite le chemin violet du bouddhisme. Ensuite, vous auriez le chemin, je ne sais pas moi, amarante de l'hindouisme. Ensuite, vous auriez le chemin marron du christianisme, le chemin noir du shivaïsme, etc. Et du shintoïsme, de toutes les traditions. Chaque tradition, selon cette thèse de la tradition primordiale et de l'unité transcendante des religions, c'est que toutes les traditions procèdent d'une tradition unique qui est antérieure à toutes, qui les dépasse et les surplombe, y compris dans le temps historique. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la tradition. Et chaque tradition est légitime selon la phraséologie guénonienne. Elle a une orthodoxie d'une certaine façon. Elle représente aussi un contexte, un vocabulaire, un vocabulaire de symboles qui donnent leur couleur, leur nuance, leurs différences, leurs oppositions même à l'ensemble des traditions humaines, enfin religieuses de l'humanité, mais il n'y en aurait finalement aucune de meilleure que l'autre, puisque toutes contiennent la tradition en elles et sont toutes des chemins de salut. Je ne pense pas avoir tout dit de la tradition, ou en tout cas de cette démarche pérennialiste, mais on peut dire que c'est disons l'acte de foi minimal du pérennialisme, Grégorovitch. Oui, alors avec une nuance, c'est exactement ça, c'est que par exemple, Blavatsky, va dire à peu près la même chose. Sauf que Guénon va dire, pour reprendre votre analogie, c'est que effectivement pour la montagne, les chemins vert, violet, jaune, etc., enfin arc-en-ciel, seraient un petit peu visibles en dehors de la montagne. Et Guénon, il va dire oui, mais non. Il va dire oui, mais ça c'est du syncrétisme, de bazar. Donc on va passer par l'intérieur. Et vos chemins sont toujours verts, violets, etc., mais à l'intérieur de la montagne. En fait, Guénon résume ça assez de manière lapidaire. Je crois que Oui, c'est dans... parce qu'il faut ajouter à cela la notion d'ésotérisme et Oui, voilà. d'exotérisme. En effet, tous les Oui, chemins sont à l'intérieur de la montagne parce que ça aussi, ça fait partie de la nomenclature guénonienne, cette division de toute tradition en ésotérisme et exotérisme. Donc l'ésotérisme, c'est la voie intérieure,
ce sont les enseignements secrets, c'est la voie initiatique, c'est ce qu'on reçoit dans les sociétés initiatiques secrètes. Et puis l'exotérisme, c'est ce qu'on reçoit dans la tradition, on va dire, publique. Par exemple, si vous êtes musulman, vous serez soufi, donc pour la voie ésotérique, et vous serez musulman sunnite de l'école malikite, par exemple, pour ce qui est de l'exotérisme, ce qui est à l'extérieur de la voie intérieure de votre propre tradition. Oui, mais voilà, je vous en c'est prie, ça. continuez, Trésor. Oui, oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez, comme vous le dites, plusieurs chemins qui mènent à la même vérité. C'est l'histoire du moyeu et de la roue, hein. Ça, Guénon le fait, mais comme il n'en a pas l'exclusivité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, les autres le font, donc en prenant l'exemple de Blavatsky, mais le mode d'emploi est mauvais. Voilà. Oui, Donc ils font n'importe quoi, ils mélangent les vocabulaires d'une tradition avec une autre, ils passent d'une tradition à une autre, ils passent de l'exotérisme à l'ésotérisme sans prévenir. C'est le désordre le plus complet. Moi, je vais vous donner une vraie nomenclature qui va se déployer dans l'ensemble de l'œuvre guénonienne. Et cette œuvre guénonienne, Dugin la maîtrise, la connaît en 1992 et aussi en 1995 quand il fait cet hommage à Crowley dont on va reparler tout à l'heure. Mais maintenant que nous avons expliqué un petit peu ce que c'est que la notion de tradition avec cette dichotomie ésotérisme-exotérisme, avec évidemment le devoir pour tout vrai initié de rester fidèlement dans sa tradition sans déroger même dans les formes extérieures avec ça, il faut maintenant expliquer ce que c'est que la contre-initiation. Donc il y a l'initiation, ce sont tous les maîtres dans chacune de ces traditions exotériques considérées, qui eux donc sont les maîtres de l'ésotérisme de chacune de ces traditions, qui sont d'une certaine façon les gardiens de la tradition, puisque toute vraie tradition en fait est essentiellement ésotérique pour Guénon. Et ce sont des maîtres de lumière, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils vous amènent sur le chemin de couleurs cachées dans la montagne, certes, mais ils vous emmènent quand même au sommet vers, on va dire, vers le soi, pour reprendre une terminologie guénonienne de l'hindouisme. Enfin, il y a une citation de Guénon, si vous permettez, qui, à mon avis, résume assez bien les choses. Il dit, il convient de dire ésotérisme islamique ou ésotérisme chrétien et non pas, comme le font certains, islamisme ésotérique ou christianisme ésotérique. Il est facile de comprendre qu'il y a là plus qu'une simple nuance. En fait, c'est-à-dire que dans la vision guénonienne, on a une gnose. Alors, en plus, il n'utilise jamais le mot gnose. Il a écrit dans la revue la gnose, mais il va le substituer par le mot de métaphysique. Pourquoi? Parce que ça permet de complètement abaisser les défenses immunitaires des catholiques. Et donc, pour lui, quand il va parler de cet ésotérisme, hein, qui est une gnose finalement, on va pouvoir le qualifier, donc c'est un substantif, de le qualifier soit islamique, soit bleu, soit vert, pour reprendre votre terminologie chrétien, alors que si on parle de islamisme ésotérique ou christianisme ésotérique, on voit bien qu'on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Autrement dit, dans le deuxième cas, l'aspect ésotérique est un adjuvant à l'exotérisme, alors que dans le premier cas, on parle toujours d'ésotérisme avec des prolongements naturels vers l'extérieur. Oui, les pérennialistes utilisent la métaphore de la lumière blanche, qui, quand elle se réfracte, donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais que la lumière blanche, en fait, elle est aussi secrètement contenue dans chaque rayon de couleur. Et Guénon, en fait, la thèse guénonienne, enfin pérennialiste, c'est l'idée selon laquelle ceux qui font l'expérience de l'ésotérisme, quelle que soit la tradition considérée, font en fait la même expérience, non pas mystique, parce que ce ne serait pas très guénonien, mais la même expérience initiatique. C'est ça. Absolument. Alors, une fois qu'on a expliqué ça c'est la tradition. Qu'est-ce que c'est que la contre-initiation? Alors, du point de vue guénonien, la contre-initiation, c'est celle qui va vous empêcher. C'est celle qui lutte, en fait. C'est l'ennemi juré, l'ennemi héréditaire, l'ennemi séculaire, millénaire, Manvantara, depuis le début du Manvantara, de la tradition, et qui, en fait, est, on pourrait dire, l'équivalent mutatis mutandis de ce qu'est le diable dans la Bible. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ennemi, quoi, le diviseur, celui qui empêche les choses de se faire, celui qui aussi est un agent de dissolution de la tradition, justement. Guénon donne très peu de noms de ces agents de la contre-initiation dans son œuvre. Il en donne de mémoire 4 ou 5. Il donne, par exemple, celui de Nicolas Rurik, le peintre russe
qui a peint les décors du très beau ballet Le Sacre du Printemps, qui est aussi un peintre connu dans les milieux ésotéristes, qu'on trouve d'ailleurs souvent, qu'on trouve parfois, pardon, sur les interviews ou les photographies de Julius Evola. Il y a quelques tableaux de Reury qui illustraient son intérieur. Et puis, il donne le nom, par exemple, du prince de Monaco ou du trafiquant d'armes de la guerre 14-18, qui apparaît dans Tintin d'ailleurs, sous les traits. Voilà, Émile Zaharoff. Et il donne, oui, pardon, Basile Zaharoff, et il donne encore un autre nom, celui d'Aleister Crowley, justement. C'est-à-dire que Aleister Crowley apparaît parmi les acteurs de la contre-initiation au XXe siècle, au milieu de 5 ou 6 noms. Ce n'est pas rien. Oui, alors pour être tout à fait honnête, il va dire qu'il y a plus fort que Crowley en termes de magie. Il va parler de Bricot et d'autres. Voilà, donc des noms m'échappent, hein, ça fait 20 ans. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est soit il ment à propos de Crowley ou il est ignorant à propos de Crowley, et donc là, ça casse le mythe guénonien. Soit c'est parce qu'effectivement, Crowley est complètement dans le... Et en fait, permet de représenter le mal. Et par rapport au mal, on ne va pas opposer l'Église, on va opposer la bonne initiation aussi. Alors là, on n'est plus sur le versant, si vous voulez, spéculatif versus opératif. On est sur le versant bonne initiation versus contre-initiation, contre-tradition. Il y a une chose qui est intéressante, j'ai pas retrouvé la citation exacte, mais Guénon de mémoire dit que l'initiation et la contre-initiation procèdent de la même source. C'est très important, parce que ça veut dire que c'est la même essence. Simplement, pour Guénon, la contre-initiation s'est perdue en chemin. C'est-à-dire, il va utiliser le vocable de Samaël, et alors que du côté de la bonne initiation, vous avez le retour. Pour faire une analogie, je prends la guerre des étoiles, c'est très simple. La guerre des étoiles, c'est Anakin qui se perd en Dark Vador. Et la bonne initiation, c'est Yoda. Mais Yoda, il a connu ça, mais il en est revenu. C'est-à-dire qu'on arrive avec cette sagesse apparente, cette immuabilité apparente. Alors que Samaël s'est complètement perdu dans les passions. C'est ça ce qui va distinguer. Et donc, pour Guénon, on ne se délivre pas avec le salut et la grâce et le Christ. Ça va être plutôt l'ange de la face, ça va être Métatron. Voilà, c'est clair et net. Oui. Je ne sais plus dans quel... voilà. Oui. Ça, c'est très net. Voilà. On va revenir là-dessus. Je prends rendez-vous avec vous, messieurs les auditeurs, mesdames les auditrices, ainsi que vous, Grégor. Rappelez-moi cela, s'il vous plaît, pour les prochains rendez-vous. Nous reviendrons sur cette histoire de l'ange de la face, Métatron, qui est un personnage très important en fait, qui est le personnage très important, oui, dans la Kabbale. Et ce n'est pas innocent lorsque Guénon dit que les deux initiations, la bonne et la mauvaise, je mets ça entre guillemets, procèdent du même principe, parce qu'en effet, on va le voir tout à l'heure, c'est peut-être un des secrets qu'a dévoilé, bien malgré lui, croyant que la fin des temps est venue, Douguin et son passeur boucher en France veulent en fait tomber le masque sur cette essence commune, et ils veulent réconcilier d'une certaine façon. Ils veulent réconcilier les deux initiations dans leur vérité, qui est le culte à Lucifer. Mais on aura le temps de voir ça en deuxième partie de l'émission. J'aimerais qu'on reste sur cette histoire de nomenclature guénonienne. On a vu l'emploi par Douguin ainsi que par Boucher de ces concepts d'ésotérisme, d'exotérisme, d'adhésion à la tradition propre. Par exemple, pour le cas de Boucher, au catholicisme romain, ainsi que pour Douguin à l'Église orthodoxe russe. Il y a même, par exemple, cette citation de Boucher, citant Douguin, si je me souviens bien. Voilà, donc Boucher dit, citant Douguin, une tradition spirituelle doit se faire dans sa culture et dans son sang. Dans sa culture et dans son sang. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée que le salut, donc, puisque là on parle d'une tradition spirituelle, serait lié à une culture ou à un sang? Il me semblait, moi, que la vérité, finalement, n'avait pas de chair, qu'elle n'avait pas de... que la vérité, c'est la vérité. La vérité s'impose à tous, quelle que soit son origine. Et c'est là qu'on voit cette idée d'une adhésion à une tradition propre, c'est-à-dire vraiment une notion d'exotérisme.
Voilà, d'où l'importance pour Boucher de se faire passer pour catholique et d'où l'importance pour Dugin de se faire passer pour orthodoxe, Grégorovitch. Alors, il y a un précepte Rose-Croix, juste pour euh, illustrer ce que vous dites, qui dit on porte la tunique et la religion du pays dans lequel on est. C'est pas ça évidemment en termes exacts, mais en fait, vous reconnaissez les racines un peu franquistes. Donc ça, c'est le concept Rose-Croix, c'est-à-dire on porte la tunique, ou l'habit, je ne sais plus, et la religion du pays. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance. On revient effectivement avec cette notion que quand votre religion, entre guillemets, c'est la gnose, et bien comprise. Hein. Alors quand je parle de gnose, je ne parle pas uniquement des 3 premiers siècles. Je parle de gnose qui va nous renvoyer à celle qui est opposée à la foi. Hein. C'est vraiment ce qu'on va appeler l'ésotérisme, l'illumination, etc. Et donc, de ce fait, que vous soyez derrière, que ce soit bleu, vert, jaune, etc., on s'en moque d'ailleurs. Il y a eu un célèbre débat, c'est-à-dire que les chrétiens, il y en a qui n'aiment pas Guénon parce qu'il s'est converti à l'islam à la fin de sa vie, et les musulmans sont contents parce qu'il s'est converti à l'islam à la fin de sa vie. En fait, il était ni l'un ni l'autre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Guénon écrivait des poèmes à Bâle, c'est Jacques Maritain, donc les guénonien, enfin voilà, qui le rapporte. Les titres de mémoire, c'est La Grande Ombre Noire, Litanie pour le Dieu Noir, etc. etc. Donc, les titres sont très évocateurs. Et ça, il écrivait ça à 16-17 ans. Hein, donc, Ouais. juste avant son compte, où des hindous l'auraient récupéré à Paris quand il a échoué à son concours d'école. Voilà. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est très, très intelligent, qui est très instruit, et qui a su, à un moment, paraît-il, mais je ne peux pas m'étendre parce que je n'ai pas de preuves, mais il y a un concours de circonstances qui laisse à penser qu'il a fui la France. Et donc, il s'est réfugié au Caire et il a pris naturellement la tunique et la religion du pays. Point. Et il a su en Ouais. transformer ça comme une force. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc il y a bien cette idée de cette nomenclature exotérisme, ésotérisme et enfiler la tunique du pays où on est, y compris d'ailleurs pour accroître son influence. C'est d'ailleurs c'est tout le sens de la conversion, me semble-t-il, de Dugin à la fois des vieux croyants, parce qu'en fait il cherchait un public. Les vieux croyants, probablement sont tombés un petit peu se sont laissés un peu intimider par sa grande barbe à la Solzhenitsyn. Alors, Boucher nous dit aussi dans cette vidéo qu'il évoque la possibilité pour un occidental, en plus de rejoindre sa tradition liée à sa culture et à son sang, il évoque la possibilité de rejoindre les loges de rite écossais rectifiés. Et il donne ensuite l'exemple de Jean-Marc Vivenza, qui en effet fréquente, je crois, toujours la loge des Trois Mortiers à Chambéry. Et donc voilà le programme que nous propose Boucher, c'est de rejoindre le rite écossais rectifié. N'est-ce pas un peu bizarre pour un soi-disant opposant au système, Grégorovitch? Alors oui, évidemment, de mon point de vue, tout ce qui est maçonnique, qu'il y ait un vernis chrétien ou pas, à la fin, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Donc, qui dit ésotérisme? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ésotérisme est un illuminisme, et donc la transcendance, elle n'est pas extérieure, quelque part. Et donc, effectivement, on va appeler ça le soi, on peut aller dans le luciférisme, etc. Pour le cas de Jean-Marc Vivenza, j'ai son dictionnaire guénonien que j'avais à l'époque. Je ne sais pas trop personnellement comment il a évolué. J'ai ouï dire qu'avant, il était beaucoup plus, on va dire, radical, et qu'aujourd'hui, il a des formes beaucoup plus sages. Mais ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a toujours cette ambivalence entre... il y a un côté révolutionnaire dans la maçonnerie au sens large et un côté institutionnel. Bon, à un moment, on est plus révolutionnaire et puis à un moment, on est plus institutionnel. Et c'est comme ça que marche l'histoire. Hein. Vous avez une révolution, une restauration, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les choses bougent. Il ne faut pas oublier que, par exemple, que Crowley, il avait été dans la résistance, entre guillemets, irlandaise. Hein. Donc, quand on apprend ça, on ne comprend pas. Parce que Irlandais face aux Anglais, etc., on ne peut pas comprendre. Voilà. Mais ce qui compte, c'est la discorde. C'est ça qui compte. C'est la révolution.
peu importe, on va dire, le prétexte. Exactement, peu importe que ce soit rouge, bleu, vert. Ce qui compte, c'est la discorde. Évidemment, après, il y a des préférences. Voilà. Donc, Oui. pour Alors, Vivenza, on va pas faire une émission sur Crowley. Je pense que ce sera l'occasion de. Parce que ouais. j'avais pour Crowley de faire une émission sur Crowley dans le cadre des émissions qui s'intitulaient Enigma Radio avec le Baron Fou. J'avais tout préparé, hein, et un coup du sort encore. J'ai perdu toutes mes notes. J'avais fait une émission, à mon avis, assez rock'n'roll sur le cas Crowley, mais ce sera l'occasion de le faire dans le cadre de ces rendez-vous avec Monsieur K. Je le ferai avec beaucoup de plaisir avec vous, Grégor. Mais restons sur cette nomenclature guénonienne pour bien Alors, sur comprendre à qui Vivenza, je ne peux on a pas vous dire affaire quand on grand-chose. Je parle ne suis pas très inspiré. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Hein. Sur Vivenza, il ne m'inspire pas vraiment. S'il y a Alors, une question je vais plus juste générique, je reprendre. pourrais y répondre, mais là, non. Ouais. Je vais juste reprendre des citations de Dugin. Voilà ce que dit Dugin. Mon attitude à l'égard de la religion est dictée par mon attitude à l'égard de la tradition. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que là, on a vraiment affaire à une gnose évolo-guénonienne. Difficile d'être traditionnaliste sans tradition, nous dit Boucher. Il existe en Russie une tradition spirituelle toujours vivante, celle de l'Église orthodoxe russe. Alors, ce qui est très bizarre, si vous voulez, c'est que concernant Dugin, c'est qu'il se déclare orthodoxe russe, maintenant il se déclare vieux croyant, mais il continue aussi de se déclarer communiste. Par exemple, la même année, à un mois d'écart, entre le mois d'août et le mois de septembre, j'ai mis ça sur mon fil Telegram, j'ai mis beaucoup de documentation. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le cas Dugin, il y a beaucoup de documents disponibles sur mon fil Telegram. Et donc, vous pouvez vous procurer, regarder ce que j'ai posté. Et vous trouverez par exemple deux citations de Dugin à un mois d'intervalle, où il fait à la fois, il se présente à la fois comme un traditionnaliste, un conservateur, etc. Et un mois avant, il tressait des couronnes de louanges à Joseph Staline. Là, je pense aussi qu'il faut faire un sort à cette idée que l'on puisse être, par exemple, douguinien et nationaliste, au sens au sens habituel du terme, plus exactement. J'entends par là que, par exemple, réduire à presque rien l'opposition, la critique, la lutte contre le communisme, contre 100 ans de communisme, dont 70 ans d'oppression de nos frères d'Europe centrale et orientale et de Russie, me paraît léger, pour ne pas dire plus. En effet, comment faire l'économie, par exemple, des centaines de milliers, des millions de chrétiens martyrisés sous Staline? J'ai lu encore l'année dernière une très belle biographie de Staline par Souvarine. Je pense qu'il faut relire ces textes importants pour comprendre à quoi on a affaire. On ne peut pas traiter à la légère ces propos de Dugin chantant les louanges de Staline, Grégorovitch. Allô, Grégor? Allô, Grégor? Ah, je pense qu'il faut que vous quittiez le live et que vous reveniez, Grégor, parce que je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. J'essaie d'ouvrir votre micro, mais on ne vous entend plus. Vous Grégor, il m'entendez? faut que... Ah Oui, oui, vous là, je vous m'entendez? entends. Oui, Ouais, là, oui. super. Pardon. Alors, je vous disais, j'avais une citation de Dugin qu'a utilisé d'ailleurs Pierre Hillard dans son dernier livre, où il fait mention justement, en fait, pour répondre à votre question, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais, peu importe, vous parlez de Staline, à un moment il est bolchevique, à un moment il est autre chose. Il y a une citation, je vous la lis partiellement, qui dit que au-delà de la gauche et de la droite, la révolution une et indivisible dans la trinité impossible qui unit dialectiquement Troisième Rome, Troisième Reich et Troisième International, le regnum des nations bolcheviques, donc le règne des nations bolcheviques, leur empire de la fin, c'est la réalisation parfaite de la plus grande révolution, continentale et universelle. C'est le retour des anges, la résurrection des héros, la révolte du cœur contre la dictature de la raison. Cette dernière révolution est l'affaire de l'acéphale porteur de la croix, de la faucille et du marteau, couronné par le swastika éternel. Donc l'acéphale, hein, c'est le Dieu sans tête. Voilà. Alors, et effectivement, le Dieu sans tête, c'est-à-dire qu'il a 1001 visages aussi. C'est-à-dire que tantôt, il peut être nazi, tantôt, il peut être bolchevique. Et je dirais, peu importe, ce qui compte, c'est la destruction.
il faut savoir une chose, c'est que la citation qui est utilisée par Pierre Hillard, il y a un passage qui est un petit peu plus haut, 2-3 phrases plus haut, et qui là, donc je vous cite Alexandre Duguin pour Le Fond de la tradition, les éditions Arsmania, donc de Christian Boucher, d'octobre 2017. Il y a une chose qui est très très importante. Les seuls qui vont inévitablement souffrir au cours de la réalisation du projet national bolchevique sont les amis de la société ouverte, les héritiers de Descartes et de Kant, les Poppériens, donc en référence à Karl Popper, de droite et de gauche, les libéraux, les rationalistes, les hommes vieux, tout court, donc entre guillemets, ça fait penser aux vieil hommes, qui ne sont que les exploiteurs ontologiques et les valets du démiurge. Et ça a l'air anodin par rapport au reste qui a suivi, mais c'est capital. C'est-à-dire qu'en fait, Dugin fait une association entre, on va dire, le monde judéo-protestant de la société ouverte comme valet du démiurge. Pour rappel, le démiurge, donc c'est le bon Dieu qualifié d'artisan maladroit par les gnostiques. D'accord? Oui, en fait, pour être plus clair pour ceux qui nous écoutent, c'est le Dieu des chrétiens. C'est Voilà. comme ça que les gnostiques, les initiés, appellent le Dieu des chrétiens et qu'ils regardent comme un Dieu mauvais parce qu'il aurait fait un monde imparfait. C'est ça. Grégor. Exactement. Et sur lequel ils vont mettre au-dessus l'être suprême. Voilà. Mais voilà, donc le Dieu chrétien ou le Dieu de la création étant imparfaite, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce petit mot, eh bien, Dugin nous désigne son ennemi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce ramassis de Poppériens, de judéo-protestants, donc société ouverte. Bon, personnellement, je suis pas, ça me va. Mais c'est le petit ajout du « et les valets du démiurge ». Et là, on comprend, en fait. Voilà. C'est ce petit détail qui change tout, comme on dit. Est-ce que vous pouvez revenir Voilà. un peu aussi sur le texte précédent que vous avez cité, tiré du livre de Pierre Hillard, où Ouais. on assiste à un petit couplet complètement décousu, complètement strac, tellement idiot qu'il en décourage l'analyse. Mais je crois qu'encore une fois, il ne faut pas se laisser intimider par l'aspect post-punk de cette déclaration complètement débile, parce qu'il y a véritablement une intention derrière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire une petite exégèse de cette triple alliance, de la triple impossibilité, enfin, je veux dire, marxiste, nazie, chrétienne, Ouais. Alors moi, je n'utiliserai pas le vocable débile parce que pour moi, en fait, en limite, je dirais qu'il s'est lâché et effectivement, avec le recul, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est-à-dire que ça marche pour un public qui est conquis, mais ça peut effectivement laisser songeur. Donc, il dit au-delà de la gauche et de la droite, la révolution une et indivisible dans la trinité impossible qui unit dialectiquement Troisième Rome, Troisième Reich et Troisième International. Donc là, on a effectivement, donc au-delà de la gauche et de la droite, donc on a thèse, antithèse, synthèse, toujours. On a. Troisième Rome, c'est Moscou. C'est Moscou, c'est-à-dire c'est la Moscou chrétienne. Troisième international, c'est le Comintern. Donc là, c'est la Russie soviétique de Staline. Et troisième Reich, c'est-à-dire c'était le projet antagoniste d'Adolf Hitler d'envahir l'Union soviétique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'union des contraires. C'est ce qu'on appelle en ésotérisme la coincidentia oppositorum. Oui. Comme, vous avez, alors attendez, j'ai quelqu'un qui. Je suis dehors, je suis devant les bateaux mouches. Alors, vous avez dit, c'est ce qu'on appelle en ésotérisme, mais là, j'ai eu un blanc. Allô ? Coincidentia oppositorum. Ouais. Oui, alors on a, alors c'est des choses qu'on retrouve beaucoup en alchimie également. Effectivement, ça fait le troisième degré en maçonnerie. Donc c'est ce qui est rassemblé, ce qui a été part. Donc c'est effectivement c'est le rubis alchimique. Le fait, c'est-à-dire que vous n'êtes ni garçon, ni fille, ni nu, ni vêtu, ni ceci, ni cela. Et en fait, on revient à cette idée que peu importe en fait que ce soit national-bolchevique, nazi, etc. Ce qui compte, c'est la révolution. Voilà. Et en fait, c'est ce que nous décrit Dugin, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà du qualificatif, ce qui compte, c'est le substantif, c'est la révolution. Voilà. En tant que tel. Donc, on est on est dans une essentialisation. On en parlera certainement plus tard, dans le chaos.
ce qu'on veut. C'est-à-dire que peu importe le prétexte, si je veux dire. Et effectivement, le mot prétexte, là, il faut l'entendre au sens de guénodien. C'est-à-dire que c'est un textile qu'on va recouvrir pour habiller, que ce soit une guerre ou ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est loin d'être idiot. C'est peut-être idiot de l'avoir écrit, ça c'est autre chose. Mais c'est tout à fait logique. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on revient à la finalité? Et donc l'acéphale, l'acophalos, c'est effectivement le Dieu sans tête. Donc on peut l'appeler le Dieu invisible, le Dieu inconnu. Voilà. Guénon en parle, Komawaz Remy en parle surtout. Voilà, donc effectivement, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas de tête. C'est un être qui a aussi mille et un visages, quelque chose de protéiforme. Donc, c'est l'essentialisation de l'adversaire. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres sens, effectivement, sur lesquels on peut rajouter, mais le principal, c'est celui-ci. Voilà. Donc je Dans ce pense que... sens-là, pardon. Non, je vous écoute, pardon. Allez-y. Non, voilà. En fait, je peux me lancer dans d'autres symbolismes, mais je voudrais pas, parce que souvent, le symbolisme, le problème, c'est qu'on va rajouter des sens et des sens, on va se perdre. Il vaut mieux rester sur des choses assez essentielles. Voilà. Oui, C'est-à-dire que le fait que quand il n'y a pas de sens, quand il n'y a pas de tête, voilà, c'est à la fois, voilà, c'est une chose et à la fois, et voilà. Bon, il n'y a pas de je peux pas souci. vous dire Alors grand-chose justement, d'autre. Voilà. Ouais. puisqu'on en est là, parlons d'une des déclarations de Dugin, par exemple, qui parle de faire la guerre à l'Europe. Et la personne qui l'interviewe, j'ai mis ça sur mon fil Telegram, hein, vous pouvez vous référer aux derniers articles d'aujourd'hui. Et lorsque le journaliste qui interroge Dugin lui dit, mais tout ça, ça signifierait peut-être la destruction de l'Europe. Hein, alors je cite, là, je cite le texte. That's what Russia wants, isn't it? Chaos in Europe. You want chaos in Europe? Alexandre Dugin répond, yes, that could be the solution. L'intervieweur, that's the solution? Solution for whom? Not for Europe. La solution pour qui? Pas pour l'Europe. Dugin répond, qui s'intéresse à l'Europe ici, finalement? Donc, lorsque la question du chaos lui est posée, enfin, il faut que les Duginiens d'Europe occidentale comprennent une chose, c'est qu'en tout cas, le projet de Dugin ne leur est pas destiné. Hein. S'il devait sortir un bien du projet douginien, visiblement, les Européens de l'Ouest ne seront pas partie des bénéficiaires. Oui, il aurait destiné, mais pas de façon bénéficiaire. Tout à fait. Dans le même ordre d'idées, on ne peut pas être douginien non plus et défendre les intérêts de la France, par exemple, ou même de l'Europe occidentale, puisque Dugin nous promet à une fusion à peu près comparable en fait à ce qui existe déjà dans le cadre de l'Union européenne. Bon, c'est pas très important, mais je pense que c'est utile de le rappeler quand même. Oui, absolument. Alors là, on sort très du cadre, mais effectivement, là, aujourd'hui, on a la mise en place du rouble numérique. Donc, Pierre Hilla en parle dans son dernier livre, qui est couplé avec la carte d'identité numérique. Donc, est-ce qu'il y aura le crédit social avant Davos côté russe? Tout le laisse à penser, hein, puisqu'en tout cas, aujourd'hui, factuellement, ils ont une avance. Alors, tout le débat va porter non plus sur les faits, mais sur les intentions. Et là, c'est magnifique, parce qu'en fait, maintenant, quand Poutine va faire quelque chose, on ne regarde plus le fait, on va dire oui, mais il le fait, par exemple, s'il met la reconnaissance faciale dans le métro, c'est par rapport pour éviter des attentats sur son propre sol. Donc en fait, vous pouvez absolument justifier tous les sévices contre le peuple russe au nom de l'adversaire otanesque, et vice-versa d'ailleurs. Donc effectivement, il faut l'inscrire dans ce cadre dialectique. Et quand on a compris ça, effectivement, tout simplement, Dugin joue sa partition. C'est-à-dire, ce qui est quand même fabuleux, c'est que dans la dissidence aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont expliqué en long et large en travers le choc des civilisations nationales, où Zemmour, il pousserait un petit peu d'un côté et Assad Traoré pousserait de l'autre, et vous avez Rothschild au milieu, hein, puisqu'on peut faire les médiations. Mais quand on dit, mais simplement, pourquoi le plan ne se répéterait pas à l'échelle internationale, hein, voilà, là, il y a un gros blanc. Voilà. Et c'est ça qui fascine quand même, c'est qu'il y a une espèce de blocage où on ne veut pas voir. Voilà. Quant au patriotisme, comment? Là, je vous écoute.
Ah, pardon. Donc, oui, quant au patriotisme de, de Douguine, bon, c'est difficile de dire que c'en est pas, parce que le problème, c'est qu'il va dire il est pour la civilisation russe. Voilà, donc on ne peut pas effectivement le nier sur ses dires, si on s'en tient là-dessus. Moi, je n'y crois pas personnellement. Enfin, c'est-à-dire, dans la chose bien comprise, qu'est-ce que l'Europe? Eh bien, effectivement, ça va être un énorme champ de ruines. Après, je ne sais pas s'il espère un renouveau dessus ou si c'est simplement sur le chaos. Ça, je ne suis pas capable de le dire. Ce que je sais, c'est qu'il le dit. On a des phrases quand même donc de Dugin qui disent, euh, donc c'est dans la quatrième, voilà. Alors, la fin des temps et la signification eschatologique de la politique ne se réaliseront pas d'elles-mêmes. Nous attendrons la fin en vain. La fin ne viendra jamais si nous l'attendons et ne viendra jamais si nous ne l'attendons pas. Et un peu plus loin, il dit, si la quatrième pratique politique n'est pas capable de réaliser la fin des temps, alors elle serait invalide. La fin des temps doit venir, mais elle ne viendra pas toute seule. C'est une tâche, ce n'est pas une certitude, c'est une métaphysique active, c'est une pratique. Alors pour moi, c'est du sabbatéisme pur et simple. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, on doit accomplir le programme. Voilà. Ou les prophéties. Parce qu'en fait, vous avez deux lectures des prophéties, même depuis Nostradamus, c'est soit de dire les choses arrivent parce qu'il les avait prévues, soit c'est effectivement côté loge, on va dire, avec un grand L, c'est de se débrouiller pour que les choses arrivent et qui donne de cette manière un certain crédit. Voilà. Eh bien, en tous les cas, quand, j'allais dire Guénon, mais Douguin explique cela, il dit bien il faut hâter la fin des temps. Voilà, donc je pense que les choses seraient très claires. Si ça avait été BHL qui disait ça, on dirait mais au fou, au fou. Et là, quand c'est Douguin, bah ça passe. Voilà, parce qu'on a un méchant Occident, ce qui est vrai. Là, il y a une chose quand même qui est indéniable, ça c'est l'Occident qui est l'agresseur. Et tout le problème, on arrive à la problématique du catéchone, celle du maintien, de la retenue, qui, on va dire, est présentée comme si on ne voulait pas se battre. On peut l'interpréter sous un autre angle. C'est un petit peu comme si à la récré, vous aviez un garçon qui était à chaque fois embêté, etc., qui se retient de ne pas taper. Et puis le jour où la cocotte minute explose, eh ben, c'est un drame. Voilà. Le catéchone, finalement, ne fait que préparer ce moment-là. Voilà. Ça, faut bien comprendre. Il y a une obsession chez Douguin de la fin des temps, une obsession, il y a une sorte de messianisme en contexte pseudo-chrétien russe, avec une espèce de mystique, de pseudo-mystique, de mélange mystico-politique, un petit peu comme faisait l'escroc, Parvu l'escroc en France avec le gaullisme, dont ils nous racontaient qu'il était une sorte de méta courant historique. Et bon, tout ça, évidemment, ça n'a jamais débouché sur rien. Et il y avait des liens d'ailleurs entre cet escroc Parvu l'escroc et Douguin. On voit bien qu'il y a une sorte de reprise de ces recettes de la méta-histoire, méta-géopolitique, méta sur la commode. Donc, on peut peut-être élaborer un petit peu là-dessus. Il y a vraiment cette obsession. Alors, dans cette pseudo-mystique de la fin des temps, il y a évidemment le schéma de la troisième Rome, le thème de la troisième Rome, qui peut avoir d'ailleurs sa légitimité, un contenu légitime. Ça a du sens. En effet, la Russie semble poursuivre les destinées, on va dire, de la deuxième Rome, qui était Byzance. Et c'est vrai qu'en un sens, elle est le réservoir. Elle a été jusqu'à la révolution bolchévique le réservoir de la foi orthodoxe. Même si on aura le temps d'y revenir aussi sur la question de l'orthodoxie à proprement parler de Douguin et des condamnations. J'ai republié d'ailleurs aujourd'hui le texte qui est disponible en brésilien de la condamnation par des autorités du patriarcat de Moscou, qui sont des orthodoxes communistes de Moscou. Donc, si même eux ont jugé utile de le condamner, c'est qu'il y a vraiment des raisons de le faire. Ils ont pris le temps de le lire, ils ont pris le temps de le condamner. Je dis ça à toute fin utile pour que les gens ne me disent pas que voilà, il n'y a rien, c'est du satanisme de bazar. Non, 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 il y a une condamnation, il y a une excommunication de Douguin prononcée par les autorités russes.
Probablement, je viendrai une fois aussi avec l'avis de l'église Ressort Frontière, dont Pierre Hillard a longuement parlé lors de ses dernières interventions. Alors, tout à fait aussi à la fin des partages d'aujourd'hui, j'ai mis le témoignage d'une femme d'Europe orientale. Je vais vous redonner son nom, si vous me donnez une petite minute, qui s'appelle Madame Ansa Cernea, sur le sataniste Alexandre Douguine. Donc, dans sa sphère culturelle, on va dire, il y a des gens qui sont prévenus contre lui. Hein. Il faudrait quand même prendre le temps au moins de les écouter. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je dis qu'il y a des indices concurrents, nombreux, qui vont dans ce sens. Et peut-être qu'on peut parler, puisqu'on a parlé de symboles et de tradition tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait s'arrêter un instant aussi sur l'étoile du chaos, ce symbole qu'a choisi Douguine pour le parti eurasiste, international, qui est également le symbole qui a été choisi par les illuminés de Thanatéros, autrement connu sous le nom de Pacte, qui est la première société occulte de la magie du chaos, originellement décrite comme un courant spirituel. Voilà, donc là vous retrouvez aussi cet article sur mon fil Telegram, juste au-dessus de la vidéo dont je viens de vous parler, de cette femme d'Europe orientale qui témoigne sur Douguine. Un mot là-dessus, Grégorovitch? Alors, le sigil, donc alors, le parti Eurasie est, je crois, né le 21 juin 2002, donc solstice, oblige. Il utilise donc, c'est une variante effectivement de ce qu'on appelle la chaosphère, le sigil du chaos, donc qui est né de Osman Spare, Austin, je crois, oui, c'était voilà. Bon, c'était un disciple de Crowley. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces détails. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les illuminés de Thanatéros? Alors, on en parle beaucoup, petite pub sur Eris, c'est un peu la suite de Hybris. David Livingstone revient longuement là-dessus. C'est très entremêlé, donc c'est côté américain, mais on va voir que c'est effectivement, que dès que ça touche au culte, ça touche de tous les côtés, de toutes parts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la magie du chaos? Le nom est très clair. Alors, c'est à la fois une fin et un moyen. C'est-à-dire que la fin, c'est effectivement, on peut dire, c'est pas, ça n'annonce pas de grands auspices. Mais aussi, il y a dans de ce type de magie, on va dire, une espèce de syncrétisme pour le coup, d'utiliser un petit peu toutes les formes que l'on a fait. C'est beaucoup plus dans la projection. On est beaucoup moins sur on va dire des instruments traditionnels. On va être plutôt dans de l'aggloméré. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est vraiment quelque chose de bazar, parce qu'en fait, souvent, ceux qui vont pratiquer ça ont une connaissance assez fine des principes traditionnels. Donc, en fait, quand ils font, justement, pour reprendre un vocabulaire gaïnonien, ils font une synthèse absolument cohérente. Ils vont arriver à pouvoir mélanger. C'est un peu comme si, pour vous donner une analogie, si vous faisiez de la cuisine, la grande cuisine de la fusion, c'est-à-dire vous mettiez, je ne sais pas, des plats du terroir mixés avec des choses orientalisées. Si vous faites mal les choses, c'est infect, mais si vous les réussissez, c'est très bien. C'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire avoir ce côté nouvelle cuisine. Voilà. Et la magie du chaos, en revanche, dans la finalité, c'est ni plus ni moins on va dire que, comme son nom l'indique, la mise en place du chaos. C'est-à-dire en fait qu'il faut bien comprendre que pour les nationalistes révolutionnaires, ce monde est pourri. Et donc là, on rejoint un petit peu ce que dit Evola. Autant en finir maintenant. C'est-à-dire il vaut mieux descendre encore plus bas. Comme ça, on n'en parle plus. En fait, c'est ça. Ça n'a rien de résister. Il faut précipiter la chute. Donc on arrive dans une variante du sabbatisme encore. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement la finalité de la magie du chaos. Après, vous dire, est-ce que Douguin, il attend un monde neuf, type tradition primordiale, le post-orientalisme, par exemple, etc. Est-ce qu'il y croit? Ça, je ne peux pas vous dire. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que s'il le veut ou s'il ne le veut pas, dans les deux cas, on passe par la phase chaos. Donc, dans les deux cas, il n'y a plus d'Europe, telle qu'on la connaît. Voilà. Oui, c'est tout ce qui nous intéresse. Ses intentions, je dirais, finales, ne regardent que lui et le bon Dieu.
Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a en soute pour nous. Est-ce que Boucher veut propager en fait en France, parce que Boucher est véritablement le Douguin français, le porte-parole de Douguin en France en tout cas. Et il n'est pas étranger non plus à ces contenus de la magie du chaos. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Je voudrais quand même citer aussi un article que j'ai partagé d'Alain de Benoît. Alain de Benoît, qui est Nouvelle Droite, qui est également qui était un préfacier de la Révolte contre le monde moderne d'Evola aux éditions de l'Âge d'Homme. Donc, il est Nouvelle Droite, hein, donc il est néo-païen. Il est un des principaux correspondants, même s'il s'était fâché à une époque autour de la question de la revue Element en Russie, qui était beaucoup plus radical que l'était Élément en France et qui a posé des problèmes de publicité, on va dire, à Alain de Benoît. Et Alain de Benoît donc, a quand même publié récemment cet article où il explique que en gros, les grandes lignes de travail de Douguin sont incompatibles avec le nationalisme. Hein, le racisme de Douguin est incompatible avec le nationalisme, dit Alain de Benoît dans cet entretien à Front Populaire du juif récemment déclaré, même si on s'en doutait, le philosophe normand, là, ça y est, ça m'échappe, qui anime Front Populaire, Michel Onfray. Voilà, Michel Onfray. Donc, dans cet article, dans cet entretien de Benoît est très clair, il explique que le douguinisme n'est pas un nationalisme. Donc, il a peut-être des velléités patriotiques au service de la Russie, mais en tout cas, l'ensemble eurasiatique, regardez la carte, d'ailleurs, regardez toutes les nations que comprend la carte de l'Union eurasiatique que fantasme Douguin, elle comprend véritablement toute l'Eurasie. C'est-à-dire qu'il souhaite qu'on fasse partie d'un seul ensemble politique avec la Chine, l'Inde, le Pakistan, c'est aussi une sorte de projet de Kalergie. C'est une sorte de projet Kalergie oriental, Grégorovitch. Oui, tout à fait. Alors, pour Christian Boucher, il n'y a pas de plan Kalergie. Hein. Ça, c'est une chose qu'il répète souvent. Je pense que, je ne sais pas si ça vaut le coup de débattre de ça. D'ailleurs, Pierre Hélard a diffusé, je crois, deux, trois extraits où il revient avec les citations non tronquées de Kalergie, la publication originale et tout. Donc, je ne reviens pas dessus. Mais sur la partie, effectivement, c'est pas sur ce sujet, j'ai publié une longue émission argumentée. Et j'attends une réponse écrite, par exemple, de Christian Boucher. S'il le souhaite, il peut nous répondre, puisque le plan Kalergie n'existe pas, il nous l'a fait savoir sur Twitter, qu'il réponde par écrit à nos arguments et qu'il réponde surtout aux questions que je pose. C'est-à-dire, est-ce que le plan Kalergie, s'il n'existe pas, est-ce que donc il faut mettre l'immigration de masse dans tous les pays d'Europe occidentale sur le compte de la malchance et d'une somme incroyable d'incompétence de l'ensemble des élites de tous les pays occidentaux? Est-ce que c'est ça sa thèse? Qu'il réponde à nos questions par écrit, au lieu de toujours répondre par la psychiatrisation, l'injure et les tentatives de censure, Grégorovitch. Il s'est fait une marque, hein, si vous permettez, c'est la bouchétisation. Donc la bouchétisation, c'est l'alliance de l'injure et de la censure. Parce que effectivement, on pourrait penser que s'il dit tout de façon publique, à la limite, il est correct. C'est-à-dire que quelque part, même s'il y a des noms d'oiseaux, la psychiatrisation, bon, ça reste des mouvements d'humeur, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sais de sources sûres, je ne citerai pas les noms, mais ça m'est revenu à plusieurs reprises, il court-circuite Pierre Hélard, clairement. Donc, c'est quelqu'un qui manœuvre en coulisses. D'où le nom de bouchétisation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la dissidence, elle est bouchétisée. Encore une fois, qu'on soit pro ou contre Pierre Hélard ou Poutine, là n'est pas la question. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loyauté dans le débat. Clairement. Donc ça, c'était une aparté. Quant à l'histoire de Kalergie, ou plus exactement du nationalisme, ou le racisme de Douguin, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que le racisme, c'est un ensemble de nations. Alors ça, c'est la vue géopolitique. Ça peut aller également plus loin, et là, on rentre dans les considérations traditionnelles. Mais si vous voulez, c'est absolument comparable au panafricanisme de Kémy Séba, d'accord, qui n'est plus donc, qui prend l'Afrique dans son ensemble. Vous avez la même chose, effectivement, le terme m'échappe, donc la pan-Europe, effectivement. En fait, on arrive dans des blocs intermédiaires finalement qui ne sont plus des nations, d'accord, puisque c'est une vision trop catholique.
Et on arrive à une stade intermédiaire au mondialisme, et qui sont déjà des blocs. Donc les identités se perdent, ou plutôt elles fusionnent, et ça permet de l'opposer au mondialisme en disant bah, l'union fait la force, il faut se rassembler contre le mondialisme, et ainsi de suite. Ça vous permet que par des jeux d'alliance, vous allez avoir un gros bloc, et après qui va s'adosser à un deuxième bloc contre deux autres blocs, et puis finalement, bah, vous arrivez à ce qu'on appelle donc la multipolarité, et petit à petit, bon, bah, il y a un gros boom, et on arrive effectivement à ce monde de paix où il n'y a plus qu'un seul bloc. Mais c'est Alice Bailey qui disait qu'il fallait, pour arriver au nouvel ordre mondial, il fallait passer par étapes. Et effectivement, dans ce cadre-là, la vision douguinienne qui va dire alors, une chose, par contre, excusez-moi, c'est décousu, mais par exemple, à Kalergi, il a quand même été préfacé par Winston Churchill. J'ai choisi l'Europe. Donc, Kalergi, le révolutionnaire conservateur, bon, il a quand même ses limites. Voilà. Donc, on a cette espèce. En effet, Boucher Comment? va plus loin. Il dit, oui, Boucher va plus loin. Il dit que les amitiés, par exemple, d'un Mosley, d'un Oswald Mosley, ou l'intérêt en tout cas d'un Oswald Mosley pour Kalergi, ou la proximité à une époque entre Mussolini et Kalergi, etc., font de Kalergi en fait une sorte de révolutionnaire conservateur incompris par les néo-léotaxiles de l'heure, c'est-à-dire principalement vous et moi, si j'ai bien compris, qui n'avons rien compris malheureusement au fait que Kalergi était vraiment un gars de chez nous, comme il dit, avec cette emphase très militante et chaleureuse. C'est à se pincer. C'est à se pincer. Mais en Oui, fait, oui, mais les bon. mentors osent tout. Hein. Ils osent tout. Ouais. On va y revenir tout à l'heure en conclusion. On va Ouais, voir comment. mais ça, c'est vrai que Christian Boucher utilise beaucoup Léo Taxil. Il l'utilisait déjà l'année dernière. Il y avait Arthur Sapodia qui m'avait proposé un entretien. Bon, pareil, voilà, exemple, il ne partage pas mes idées. Bon, sur Guénon, Evola, etc. Il m'a demandé un entretien, je lui ai fait, mais il a été parfaitement loyal. Voilà. Bon, Boucher, derrière, a exulté en disant pourquoi me donner la parole à ce zilote, je crois, quelque chose comme ça. Donc tout de suite, ça monte. Voilà, et le truc, c'est parce que ce mauvais Taxil, etc. Taxil, il y a 80 notes de bas de page, il n'y a pas Taxil qui est cité une seule fois, et pour cause. À mes yeux, Taxil a fait le jeu de la maçonnerie. Voilà. Et il a repris à chaque fois l'expression par rapport à Pierre Hillard ou à tous ceux qui vont dans son sens, mais il est incapable de répondre sur le fond. Et le problème, en fait, c'est qu'après, Boucher donc, est dans la dissidence, et après, il va chouiner que BFM va traiter les autres de complotistes sans argument. Mais finalement, il applique la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il fait la censure et il fait la disqualification systématique. Et ça pose Ah, quand même un énorme problème. Voilà. il utilise exactement les mêmes méthodes que Tristan Mendez Exactement. et que Rudi Reichstadt, c'est-à-dire que c'est la réductio ad léotaxile et la disqualification pour cause psychiatrique. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est la méthode soviétique. Voilà. Mais bon, voilà. En fait, je pense que la plupart ne sont pas dupes. Alors, Léo Taxil, ça peut paraître un peu exotique pour la plupart. Donc, voilà. Et puis, il a quand même une connaissance sur ce rayon. Ça, il ne faut pas lui enlever. Donc, voilà. Mais par contre, quand c'est écrit, il peut y avoir une étourderie ici et là sur quelque chose. Mais globalement, voilà, je me rappelle que quelqu'un, là, il y a dernièrement, avait sorti le Sibylle du chaos. Il avait dit de Crowley, il l'a repris. Regardez-moi cet abruti, c'est Austin Haussmann Spare, etc. Voilà, mais ça ne changeait pas le fond. Vous voyez, pareil, là, il a repris, il a mis des mots sur Étienne Couvert, là, donc c'est sur Noaches. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis, regardez, ils accusent l'abbé Cellier, édité par l'abbé Tarnoine, d'avoir attaqué Étienne Couvert par le livre La paille et le sycomore, etc., etc. Et puis il oublie de mettre, il met tout l'article, enfin la 9e question, excepté la photo où on voit Gabriel Mazneff écouter doctement l'abbé Tarnoine. Et en fait, il est là, en fait, il prend les gens vraiment pour des abrutis. Et ça, c'est toute l'arrogance gnostique. C'est-à-dire qu'en fait, il a perdu complètement contact avec le réel, il est complètement en roue libre, il est complètement indéfendable, et la seule chose qu'il peut faire, c'est passer des coups de fil et aboyer pour voilà, quand Pierre Hillard, excusez-moi, mais il faut quand même que les gens sachent, quand il a fait sa conférence à Culture Populaire il y a un mois, il y a eu l'annonce sur Twitter, eh bien, je cite Christian Boucher,
il a dit, soyons clairs, ceux qui invitent les harkis de l'oncle Sam, attention aux représailles. Enfin, c'était l'idée. Voilà. Et en fait, il a aussi contacté d'autres personnes pour la fermer le contact de Pierre Hilard, plus ceux que j'ignore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est assez dramatique quand même la situation. Il faut qu'on mesure aujourd'hui qui est Christian Boucher. Donc, quand on me dit le satanisme de bazar, parce qu'entre guillemets, sous prétexte qu'il met un t-shirt, ça n'empêche pas les exactions. Non. D'un côté, on a Christian Boucher qui s'affiche en public avec des injures, mais ce qui n'empêche nullement de manœuvrer en coulisses. On a les deux. Et ben, je dirais que c'est la même chose sur le plan ésotérique. C'est pas parce qu'il va s'afficher avec du Crowley qui, dans ce cas-là, Guénon a dit n'importe quoi, que ça n'empêche pas de pratiquer des choses occultes. Et les exemples abondent. Hein. Il suffit de regarder un petit peu. Voilà. En passant, Abraxas, groupe de Thèbes, etc. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir. On va pas tout dévoiler ce soir. On aura l'occasion de revenir sur les accusations très graves qui ont pesé contre lui comme animateur d'un des principaux réseaux crowlésiens en France au moment des profanations de Toulon et de Carpentras. Et dans ce cadre-là, justement, il est intéressant de voir que déjà à l'époque, Boucher se défendait d'être un crowlésien en disant que les crowlésiens en France étaient des dingos et que lui n'était pas de ce monde-là et qu'il s'en était déjà bien occupé pendant sa thèse et que sa thèse étant terminée et publiée, il avait rompu avec tout ce petit monde. Nous sommes en 2023, nous sommes encore en train de parler des relations crowlésiennes de Christian Boucher. Pourquoi a-t-il menti aux journalistes de France 2 ? Parce qu'il avait quelque chose à se reprocher, parce qu'il craignait qu'on trouve un lien dans l'affaire des profanations, ou simplement pour retrouver sa tranquillité avec un pieux mensonge en faisant toujours passer les gens qui lui posent des questions pour des fous. Voilà. C'est ça. Donc, la méthode n'a pas trop changé. On aura l'occasion de recreuser tous ces dossiers. Il n'a pas fini d'entendre parler de nous, le père Boucher. Voilà, donc, voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Excusez-moi encore. Je ne vais pas décrire, mais en fait, je sors de table d'un dîner particulièrement arrosé et je suis un peu sur les quais de Seine façon Manouche. Donc, c'est un peu difficile avec mes notes. En plus, la nuit tombe. Voilà. Donc, je m'excuse un peu pour le côté spontané. Voilà. N'oublions pas qu'on est au cœur du mois de juillet et que voilà, peut-être les prochaines éditions sont un peu plus studieuses. Mais en tout cas, on voulait faire un peu le tour de la question. Je voudrais quand même aborder un tout dernier point avant que nous ayons l'occasion d'en aborder d'autres lors des prochaines éditions de ces rendez-vous avec M. K. Boucher Double. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées. Hein. La figure de Thiriard, la révolution conservatrice, le rôle de l'OTAN. Parvulesco, il faut revenir sur Parvulesco, Abellio aussi. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Ils sont clés aussi. Voilà. Tout à fait. Parvulesco, Abellio. Les courants chtoniens dont parle avec faveur Dugin, par exemple, hein, puisqu'il cite les courants spirituels terriens, dit-il, dans son livre, mais on pourrait parler de chtoniens pour reprendre la nomenclature évolienne, et que lui voit avec faveur. Là aussi, on n'est pas à une contradiction près. Et dans ces courants qu'il voit avec faveur, d'ailleurs, il cite les courants hassidiques, sabbataïstes, kabbalistes, et Boucher nous quitte. Preuve que vraiment, ils osent tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Le sabbataïsme est un anti-judaïsme, nous dit Christian Boucher en conclusion de sa vidéo qu'il a donnée à l'antenne d'ER de Lille en 2015-2016, où il commence par dire, il termine son propos en disant que le sabbataïsme est un anti-judaïsme, que donc le sabbataïsme commence par un schisme, puis ça devient un anti-judaïsme. Donc c'est bien, a-t-il l'air de dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le sabbataïsme passionne aussi bien Christian Boucher que Alexandre Dugin. Oui, alors je peux dire un mot sur le sabbataïsme ou justement sa phrase. Alors, en fait, souvent dans la dissidence, je l'ai observé dans les commentaires, il y a une grande confusion. Donc, alors, il faut rappeler aussi le petit nom il s'appelait lui-même Frater Marcion. Donc, Frater Marcion en rapport à Marcion, qui est désigné comme le fils du diable par Polycarpe, un disciple de Saint Jean. Et donc, le côté marcionisme, qu'est-ce que c'est? Souvent, on va dire, l'Ancien Testament est cruel et méchant. Donc, la gnose, ça commence toujours comme ça. Il y avait le méchant. Et ça finit souvent par Christ, serpent rédempteur, etc. Et l'idée, les gens se disent, c'est contre les Hébreux, c'est contre les Juifs. En fait, c'est plus subtil que ça. C'est une attaque en biais contre le christianisme.
C'est-à-dire que vous avez l'Ancien Testament et dire le Nouveau Testament nous convient, on va éluder derrière, on va éluder certains principes, et de dire mais l'Ancien Testament est cruel, etc. Et c'est vrai qu'à la lecture du Deutéronome, des choses comme ça, les choses peuvent sembler comme ça. Mais on oublie de dire souvent que tous les peuples étaient païens, tous les gentils donc étaient païens, et tous les peuples sacrifiaient à tour de bras. Donc on décontextualise et on va donner l'apanage au peuple hébreu des sacrifices. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, qui s'est principalement perdu depuis sa captivité à Babylone, donc on est vers moins 600, et à partir de là, il va y avoir une forme de cabale, d'une résurgence d'agglomérats, des écrits sumériens, etc. Et ils vont s'adonner au sacrifice. Et Yahvé va leur reprocher. C'est Jean Vaquet qui va le rappeler, ça, qui va dire que Yahvé va reprocher au peuple juif, au peuple hébreu, de s'être adonné aux idoles. Ça, c'est le premier point. Et surtout, alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le peuple hébreu est porteur de la promesse du Christ, et que si il n'y a plus de porteur valide, puisque Yahvé est méchant, dans ce cas-là, il n'y a plus d'incarnation. Et donc, le Christ est un homme. Donc, si vous voulez, c'est un coup avec une bande. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, le marcionisme. Et quand on parle du sabbatéisme qui est anti-judaïque, en fait, c'est pas contre le peuple juif en tant que tel. Voilà, c'est le peuple qui incarne la loi. L'Ancien Testament, c'est la loi. C'est l'énonciation de la loi naturelle, finalement. Et donc, la gnose est intrinsèquement liée, ou la Kabbale d'ailleurs, à la transgression. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il est impératif d'être pour la Kabbale, mais contre l'Ancien Testament. Voyez, et c'est ça qui s'opère. C'est pour ça que, concrètement, les sabbatéistes sont kabbalistes, d'accord, mais sont contre la loi. Et donc, ça peut mener, par extension, effectivement, au sacrifice du petit peuple juif, alors qui ne devrait plus être juif parce qu'il devrait être chrétien, mais ça c'est un autre débat, mais qui n'est pas kabbaliste. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais pour comprendre un peu les... On aura l'occasion de reparler de ce sujet. Ce que je voudrais, c'est qu'on dise quand même un mot, puisque c'est ça qui a commencé, en fait, toute cette petite querelle quand même, c'est qu'il y avait des rumeurs persistantes contre Douguin, et l'animateur du forum de Chisinau, Yuri Rochka, qui est un ami d'ailleurs de Youssef Indy aussi bien que de Pierre-Antoine Plaquevent, a publié sur leur site, puisqu'ils se connaissent du fait qu'ils ont tous été invités à ce forum de Chisinau par Yuri Rochka, il a publié une tribune où justement il prenait la défense de son ami Douguin et donc de sa ligne raciste, parce qu'en fait c'est ça l'enjeu, l'objectif c'est il faut être pro-russe, tout ce qui est pro-russe est bien, Douguin est très vociférant sur la ligne pro-russe, donc Douguin c'est bien. Je résume, mais c'est à peu près ça l'enjeu. Et donc dans le cadre de la défense de cette ligne pro-russe, ils ont publié une réponse de Yuri Rochka aux reproches faits, on va dire de manière un peu récurrente, à Douguin sur, par exemple, sur le fait qu'il aurait déclaré que la Kabbale était la plus haute réalisation de l'esprit humain. Et Yuri Rochka s'étonne de cette déclaration et dit qu'il n'est au courant de rien, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Stratégica. Vous pouvez retrouver dans les commentaires ma réponse, que j'ai publiée immédiatement sur mon fil Telegram. Réponse qui n'a d'ailleurs toujours pas eu de réponse de M. Rochka ni de personne. Et je disais ça à M. Rochka, que c'est bien de défendre ses amis, mais qu'en gros, il faut quand même répondre sur le fond. Et sur le fond, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse. Et je trouve ça quand même très étonnant après cette espèce de messe noire publique. Enfin, on va dire messe noire, je mets ça entre guillemets. Le mot est un peu fort, mais. Un blasphème en tout cas. Voilà, au minimum, un blasphème. Oui, oui. Les odes à la gloire de Crowley, etc., étaient une sorte de performance artistique de style messe rouge, on va dire, qui eux aussi appelaient des explications. Et on n'a toujours pas d'explication ni sur Crowley, ni sur la Kabbale, comme plus haute réalisation de l'esprit humain, ce qui est quand même pour un opposant au nouvel ordre mondial une déclaration non seulement déconcertante, mais qui devrait mettre sur la piste
d'une tombée de masque à brève échéance, Grégorovic? Je crois que votre communiqué était très clair. Effectivement, il est paru sur le. Donc, pour remettre un peu dans le temps, parce que j'ai eu l'occasion de regarder à nouveau, c'est que c'était publié le 3 mai. Et l'intitulé de la tribune de l'Eurosca sur le site Strategica était polémique, réponse à Pierre Hilard. Et en gros, c'était je m'étonne d'eux, et puis je vois Dugin prier tous les jours. C'était à peu près le contenu. Quant au fait qu'il ait fait du Crowley il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans et c'était en passant. Je vais y revenir. Je ne sais même pas s'il parle de la cabale 2017. En tout cas, vous en parlez dans le commentaire et vous posez 3-4 questions très pertinentes, dont celle-ci. Voilà. Moi, ça m'a fait penser effectivement à Nicolas Sarkozy qui défend Patrick Balkany, qui va dire non, non, il est très gentil, il dit bonjour à la boulangère, il prie, etc. C'est-à-dire qu'on ne répond absolument rien sur le fond. Il défend son ami, mais voilà, on reste hagard. Et la question qui vient sous-jacente, c'est comment, effectivement, puisque vous le précisez, en 1 minute, on trouve tout ce qu'on veut sur Dugin, sur Internet. Comment se fait-il que ce travail de vérification par Strategica n'a pas été fait? Parce que c'est ça quand même, parce qu'on parle quand même d'une polémique avec Pierre Hilard. Pierre Hilard n'a jamais polémiqué avec qui que ce soit là-dessus. Il a donné des choses par rapport à des faits, par rapport à Dugin, notamment dans le cadre de Brice, pas que, et maintenant dans son livre. Point. Voilà. Et là, on a déjà cette première interrogation. Deuxième temps, on a effectivement la conférence fin juin à Nice de Pierre Hilard, et juste une semaine après, on a la conférence de Pierre-Antoine Plaquevent et de Youssef Indy à Nice pour la même association Culture Populaire. Et dans ce cadre-là, ils sont filmés dans un entretien un peu à part, encore une fois, nommé réponse à Pierre Hilard, divergence, convergence, polémique avec Pierre Hilard. C'est à peu près le titre. Et la vidéo dure 20 minutes environ, et ça commence avec Youssef Indy qui dit en gros, oui, bon, il a fait un poème à Crowley, etc. La seule chose qui me dirait, mais dans ce cas-là, attendez, si on avait parlé des caricatures de Mohamed, etc., est-ce qu'il aurait été aussi tolérant, si je puis dire? Voilà, ça c'est une chose, parce qu'il n'a jamais renié, il ne s'est jamais excusé, ni quoi que ce soit, comme le rappelle Pierre Hilard, Dugin. Il n'est jamais revenu là-dessus. Voilà. Et puis tout le reste montre effectivement qu'il y a une permanence. Donc vous avez cité la cabale 2017. Là, on n'en parle pas. Et enfin, 15 minutes après, vous avez Pierre-Antoine Plaquevent qui revient sur un article où Dugin est un farceur et que dans ce cadre-là, il avait un peu attaqué l'église catholique polonaise en disant il faudrait, je ne sais plus c'était quoi, oui, la Golden Dawn, etc. Voilà, il faut Pardon. encourager la maçonnerie illuministe. Et la Golden Dawn, la justement. tradition qui l'intéresse dans la Pologne, c'est la tradition ouais, juive. ouais. Et alors, si vous permettez, voilà, il y a juste une chose, une précision. Et Pierre-Antoine Plaquevent parle de mémoire. Je ne crois pas qu'il dise le mot Golden Dawn, il parle effectivement de ce que vous dites. Sauf qu'en fait, l'article parle de la Golden Dawn. Et en fait, l'argument de Pierre-Antoine Plaquevent est de dire, finalement, Dugin est un farceur, il faisait ça pour montrer un peu le côté russe contre la Pologne, enfin, etc., pour emmerder les Anglais, à peu près. C'est à peu près l'idée. Hein. Je dis ça de mémoire. Sauf qu'en fait, dans l'article, il s'agit de la Golden Dawn. Donc la Golden Dawn, on parle de la Hermetic Order of the Golden Dawn, qui est créée dans les fins 19e siècle, avec Samuel MacGregor Mathers, qui initie Aleister Crowley. Donc on est quelque chose qui s'inscrit complètement dans la tradition anglaise, finalement. Enfin, c'est kabbalistique, hein, c'est de la magie opérative, mais c'est anglais. Donc l'argument ne tient pas la route. Et il y a beaucoup d'omissions, beaucoup de torsions et d'omissions. Et donc la question qui s'est posée, quand j'ai fini de voir ça, je ne sais pas si je crois que vous avez fait également un communiqué, mais à quoi ça sert de faire 20 minutes de vidéo pour ne rien dire? Si c'est pour dire on n'a rien contre Pierre, il est gentil, on aime bien son travail sur la régionalisation, mais là-dessus, il y avait un malaise, mais c'était malaisant. Voilà. Et en fait, j'ai eu la réponse, alors je ne peux pas tout dire, mais à peu près 10 jours après, où en fait on avait Boucher qui avait fait un SMS où quelqu'un avait écrit « Justice est faite » en envoyant la vidéo de Youssef Indy et de Pierre-Antoine Plaquevent pour Culture Populaire, d'accord? Plus des rumeurs qui me concernaient, c'est pour ça que j'ose en parler si privé, parce que là maintenant ça suffit. Voilà, j'ai hébergé Pierre Hilard pendant 3 jours à Nice et Christian Boucher colporte la rumeur et a mis nos amis, entre guillemets, donc
Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy ont été modérés. Ils n'avaient pas grand-chose à dire, surtout. Voilà. Et donc là, ça pose un énorme problème. On parle de la même association pour laquelle, 3 semaines plus tôt, Christian Boucher disait « Attention, si vous les recevez, vous serez considérés comme les harkis de l'oncle Sam ». Donc en fait, il n'a pas pu empêcher la conférence de se faire, mais il y a un énorme problème de partialité, de loyauté, de climat. Donc c'est légal, mais voilà, il y a des problèmes. Je veux dire, pour que quelqu'un de la dimension d'un Pierre Hilard passe si peu, il faut s'interroger sur le pourquoi du comment. Et la réponse, c'est Christian Boucher. D'accord? Donc quand Alain Soral, au micro de Raphaël, il y a 3 jours à peu près, évoque que Boucher est radical, que Pierre Hilard est rêveur ou trop chrétien, il en a parfaitement le droit. Je veux dire, il a parfaitement le droit. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Christian Boucher pipe le débat. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, Grégorovitch, puisque l'heure avance, c'est de prendre un petit quart d'heure de questions. Je voudrais quand même, avant de passer aux questions, rappeler que ce que vous appelez, ce qu'on en appelle magie opérative, dans le cadre, par exemple, de la Golden Dawn, et donc c'est l'Hermetic Order of the Golden Dawn in the Outer, le titre complet. On parle de magie opérative. En fait, on parle beaucoup de magia sexualis, c'est-à-dire de magie sexuelle. Et pour aller tout à fait au bout de la démarche, il ne faut pas oublier que quand on parle de Crowley, on parle de sacrifice humain. On parle de sacrifice d'animaux, mais on parle surtout de sacrifice humain. Crowley déclarait, alors peut-être de manière flagorne, en avoir fait plusieurs centaines. En tout cas, il avait une idée très précise de ce qu'était une bonne victime pour le sacrifice humain. Il parlait en particulier d'un garçon intelligent, aux alentours de 9 ans. Voilà la victime parfaite, disait Aleister Crowley. C'est-à-dire que c'est de ça dont on parle. On parle de magie sexuelle, c'est-à-dire de viol sur des femmes, de viol sur enfants. On parle également de sodomie et on parle éventuellement de sacrifices humains, là encore une fois sur des femmes ou sur des enfants. Donc, je veux dire, il faut quand même évoquer ces choses parce que on ne discute pas seulement d'idées, de racisme, d'union continentale, d'union incontinente de Galloway jusqu'à Karachi et de Karachi à Shanghai, c'est-à-dire en fait avec une sorte de contre-projet mondialiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec un contre-projet métisseur. Je rappelle comme ça en passant que également Alexandre Dugin a déclaré par exemple qu'il ne croyait pas au genre, au sexe. Il pense que le genre est une construction sociale. Je ne vois pas quelle différence ça fait donc avec la synagogue de Satan, qui veut nous imposer l'agenda LGBTQIM+. Également, il veut faire alliance avec tous les peuples de couleur pour détruire l'Occident blanc. Il veut détruire les peuples blancs avec une alliance de tous les peuples de couleur. Et il dit, notre chance à nous les Russes, c'est que nous ne sommes pas parfaitement blancs. Et enfin, Dugin est aussi un ami, et l'un de ses principaux bienfaiteurs de Dugin est cet ami, c'est le terroriste sioniste Avigor Eskin, qui est membre du bureau du parti eurasien, donc de Dugin. C'est lui qui avait d'ailleurs lancé le sort contre le sort qu'on appelle la mort noire, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, une sorte Conjuration de noire. Pardon, conjuration noire. Conjuration noire. Contre l'ex-premier ministre Yitzhak Rabin, qu'il avait vu mourir 32 jours après la prononciation de ce sort de réputation très puissante, à en croire les connaisseurs comme Christian Boucher, qui en parle très librement d'ailleurs dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure. J'ai republié des choses sur Eskin, sur Avigor Eskin, sur mon fil Telegram, vous pouvez retrouver tout cela. Et enfin, je rappelle également que Alexandre Dugin est favorable à l'homosexualité traditionnelle, opposée donc à la culture gay, libérale, atlantiste. Alors, je ne sais pas quelle différence. Traditionnel, ça va. Hein. Si c'est traditionnel, si c'est eurasien traditionnel, c'est que ça va. Mais moi, je n'aurais qu'une question à lui poser, c'est en quoi la pratique de la sodomie va nous permettre de gagner la guerre contre la subversion euro-atlantiste. Bon, voilà, je pose ça là, comme on dit maintenant. Donc, on se retrouvera dans un mois pour un autre rendez-vous bouche double. Il y a tellement à dire, il y a tellement de choses que nous avons dû laisser de côté. Mais nous allons rentrer dans chacun de ces sujets. Peut-être qu'on fera des choses thématiques. Enfin, comme je le disais tout à l'heure,
Christian Boucher et Alexandre Douguin n'ont pas fini d'entendre parler de nous. J'ouvre le micro aux personnes qui ont demandé la parole. Gilles-William Golnadel, je vous en prie. Bon. Comme d'habitude, donc Gilles-William est là. Je lui donne la parole, mais il ne répond pas. Oui. Allez-y, Gilles-William Golnadel. Vous m'entendez? Oui. Oui, la connexion est peut-être moins bien depuis Tel Aviv. Bon, je vous remercie. Je vais faire vite, mais je vous remercie pour ce salon intéressant. Je tiens à préciser que je ne suis pas maître Golnadel, je suis son community manager. D'accord. Et j'aime bien passer, enfin, quand j'ai du temps à perdre, d'aller sur des sites turbo conspi. C'est souvent intéressant au premier degré, hein, vraiment. Je vous remercie. Je tiens à préciser que si Douguin n'est pas problématique, Christian Boucher l'est, notamment car c'est un pro-palestinien forcené. Je suis d'accord avec monsieur Ovitch sur l'entrisme qu'il fait dans toute l'extrême droite, en espèce de fourre-tout stalinien, fasciste, islamiste, bref. Après le reste, c'est pas vraiment mon problème, mais bon. Et je vous remercie pour l'intervention qui est assez intéressante. Je tiens à préciser, juste pour conclure, que nous avons lancé la chaîne YouTube de Maître Golnadel où vous trouvez toutes ses meilleures interventions, notamment sur CNews. Je vous invite à le suivre, c'est une voie importante dans la survie, enfin le combat pour l'Occident, pour notre belle civilisation. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Alors bon, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ici que vous trouvez vos clients, mais enfin, moi je suis pour la liberté d'expression, donc allons-y. Bon, je rappelle d'ailleurs, j'en profite là de l'intervention de notre dernier intervenant pour préciser que moi je suis un militant de la cause palestinienne, je suis un allié du Hezbollah déclaré, etc. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut parfaitement chercher des alliances, des amitiés au-delà de ces frontières, y compris dans le continent eurasiatique, sans tomber dans le racisme sodomite, crowlésien, luciférien, sataniste. Hein. Voilà, on peut le faire, ça peut se faire. Je pense même que ceux qui d'ailleurs chercheraient des alliances, à forger des alliances dans lesquelles il y aurait des douguinistes, compromettent par avance tout travail sérieux, hein, parce que on aura l'occasion d'y revenir dans nos prochains rendez-vous, mais il faut bien comprendre que le douguinisme, c'est une provocation. Donc, en fait, toutes les provocations sont possibles avec ce milieu, puisqu'encore une fois, il est possible d'être tout à condition d'être dans la discorde. Alors, qui est-ce qui veut poser une question à notre invité? Voilà. Léon Blois, on t'écoute. Léon Blois, je t'ouvre la parole. Vas-y, Léon, vas-y. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. J'avais une question un peu naïve. J'ai pas compris l'attentat qu'il y a eu contre Douguin. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que ça le visait personnellement ou est-ce qu'il y a une double opération? Je vais répondre à ça rapidement. Je ne pense pas qu'on ait ni Grégoire ni moi d'informations particulières qui permettraient d'élucider. Désolé, je ne sais pas ce que tu fais, mais ça fait beaucoup de bruit. Je ne crois pas qu'on ait d'informations qui permettent d'élucider la mort de Daria Dugin. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'elle a été particulièrement employée. Elle a été exploitée politiquement, surexploitée politiquement. Impossible de savoir qui a fait le coup, même si moi, je serais tenté, je n'ai aucune preuve, donc ce n'est qu'une hypothèse. Mais je serais tenté de penser que ce ne sont pas des étrangers qui ont fait le coup. Je pense que c'est un coup interne à l'oligarchie russe, parce que je n'imagine pas, ou alors il faut vraiment que les Russes s'inquiètent, mais je n'imagine pas que des activistes ukrainiens ou des agents provocateurs ukrainiens opèrent en Russie comme en terrain conquis, sans être vus, sans être arrêtés, etc. Ça me paraît absolument délirant comme thèse. Voilà. Je l'ai déjà écrit. Donc, je ne dis rien de nouveau. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que Daria Dugin, j'ai remis l'article à ce sujet, Daria Dugin avait incarné un rôle dans une pièce très sombre, très nihiliste, que son père a fait jouer devant les jeunesses vieux croyants Enfin, ce sont des jeunes gens, vieux croyants que Dugin, en gros, a raclé des fonds de tiroir pour organiser une université d'été. Et il a fait jouer une pièce dans laquelle Daria Dugin, en fait, était une victime sacrificielle à la fin. C'est sur mon fil Telegram, ça fait partie des articles que j'ai partagés aujourd'hui.
si ça t'intéresse, Léon Blois, tu pourras t'y référer. Je pense très sérieusement qu'il n'est pas impossible, la thèse du sacrifice d'un pion pour pousser son agenda n'est pas du tout à exclure, Léon Blois. D'accord. Et dernière question, juste, est-ce que la conversation va être retransmise et gardée en audio? Oui. D'accord, très bien, merci. Je peux dire un mot sur la dernière question? Oui, alors je n'en sais rien et pour ma part, je ne m'aventure pas, effectivement, j'ai entendu dire ça, mais je vais choquer en disant cette chose-là, c'est que même s'il y avait sacrifice, ça n'exclut pas le chagrin du père. C'est difficile à concevoir, peut-être, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si c'est la thèse du sacrifice, je ne dis pas du tout que c'est ça, je ne pense pas, voilà, je n'en sais rien. Mais je dis que le sacrifice n'exclut pas le chagrin. Et je pense une deuxième chose, c'est que je crois qu'elle est décédée le 22 août, me semble-t-il. Donc ça va faire 1 an bientôt. Et que je pense que la dernière chose à faire, c'est d'envoyer des réponses, des insultes ou des choses comme ça, pas très courtoises à Alexandre Douguine, et qui de toute façon feront passer pour ceux qui le font pour un manque de courtoisie et quelque chose de déplacé. Donc dans tous les cas, c'est perdant. Je pense qu'il y a assez de matière à dire sur le père pour se risquer sur des thèses un peu hasardeuses. Voilà. Alors, je reprécise, moi, je ne crois rien du tout. Je dis non, je sais, bien sûr, bien sûr, mais j'ai entendu, et ne sachant pas, voilà. Je tiens à faire cette précision moi aussi. Moi, je ne prétends rien du tout. Je dis que c'est sur la table. Il y a des gens qui l'ont évoqué. Et je dis, il y a un article qui pousse dans ce sens. Et je rappelle que d'ailleurs, 1 an jour pour jour avant la mort de Daria, Douguine a publié un article aussi qui va dans ce sens de l'histoire du sacrifice de l'enfant, etc. Moi, je ne prétends rien. Je ne lis pas dans les âmes, je ne lis pas dans les cœurs. C'est entre lui et le bon Dieu. La seule chose que je dis, c'est que tout est sur la table. Et je te suis parfaitement, Grégorovitch. C'est-à-dire que là, malgré le fait que Douguine et son passeur français Boucher soient des personnes, à mon avis, à fuir sur le plan politique, à fuir sur le plan idéologique, à fuir sur tous les plans, il n'en demeure pas moins que il y a une décence minimum et que Daria, il se trouve que, bon, pour des raisons personnelles, j'ai été amené à la croiser parce que c'est quand même un tout petit milieu. J'ai été amené à la croiser. Je me suis tenu à distance respectable d'elle. Mais enfin, je connais suffisamment de personnes qui étaient proches d'elle, je veux dire, qui l'ont approchée pour dire que s'il lui arrivait quoi que ce soit de toute façon, quand bien même ce sera un meurtre par les activistes ukrainiens, la chose est horrible et personne ne mérite de mourir comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, on va redonner la parole maintenant à... Voilà, exactement. Et de toute façon, quand bien même ce serait vrai ou quoi que ce soit, on dirait que de s'en féliciter ou de faire des remarques désobligeantes le jour J, c'est perdant de tous les côtés. Voilà. Bon, voilà. Moi c'est pour ça que ce soit dans Hubris ou même après, je n'évoque jamais cet épisode. Voilà. Vous avez remarqué d'ailleurs que ça ne nous a pas du tout occupé. Je n'ai rien publié à ce sujet aujourd'hui, alors que c'est l'essentiel des entrées sur Internet. Dès qu'on tape Douguine, c'est l'essentiel des entrées. Ça concerne l'assassinat de Daria. Dieu et son âme, la malheureuse, son plus gros défaut, c'est que ça restait son père. Bon, après, on n'est pas obligé, c'était une grande fille quand même, elle n'était pas obligée de faire tout ce qu'elle a fait, ni de faire toutes les déclarations et tous les écrits qu'elle a fait. Mais enfin, maintenant, elle est morte. Donc, voilà, à la Wallen, comme diraient les musulmans. Alors, je vais donner la parole à Soso et ensuite à Jamel. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette séance. C'était très, très, très intéressant. J'ai une question concernant Hubris. Je ne sais pas si vous avez dû en parler un peu avant, mais j'ai pris ça en cours, donc désolé si je vous fais répéter. Par rapport à David Livingstone, personnage que j'ai trouvé hyper intéressant. À la suite de ça, Grégor, j'ai pu aller un peu voir ce qu'il faisait. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant parce que c'est un travail qui permet de donner un éclairage assez conséquent des pièces du puzzle assez folles, pour moi, je trouve. Je voulais savoir, est-ce que vous comptiez refaire un travail avec lui ou le remettre un peu en avant, revoir un peu avec alors, j'ai traduit, voilà.
Alors, j'ai traduit, voilà 3 ans à peu près, un petit tiers de son œuvre qui est gigantesque, Ouais, exceptionnel. qui est hors de... Allô? J'ai pu y aller. Franchement, c'est exceptionnel. Allô? Vous m'entendez? Oui, allô, vous m'entendez? On t'écoute, Grégor. D'accord, voilà. Donc, je répondais à la question sur David Livingstone. Donc, il y a voilà 3 ans, j'ai traduit un petit tiers de son œuvre gigantesque, qui est en 6 volumes. C'est incroyable parce qu'en fait, sur son œuvre, il va même apprendre des choses sur des domaines que je croyais connaître. Il va trouver des connexions et chose qui se fait de plus en plus rare, il lit les livres qu'il cite. Ça paraît anodin. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il a un autre métier à côté. Et donc, bon, David est musulman sunnite, précisément, mais tout le monde en prend pour son grade, hein, que ce soit la nouvelle droite, que ce soit, bon, évidemment, les sionistes, mais également les soufis. Enfin, voilà, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et pour répondre à votre question, bah là, Eris, donc la suite de Hubris, donc Hubris, c'est la démesure, Eris, E-R-I-S, c'est la déesse de la discorde, et on reviendra sur ce chapitre clé qui est le discordianisme, et qui pourra expliquer, qui pourra donner vraiment des réponses à ceux qui s'interrogent justement sur ce côté un peu joker, c'est-à-dire ce côté, parce qu'on est farceur, parce qu'on veut choquer le bourgeois, il n'y a rien derrière. Et en fait, tout ça, c'est une doctrine. Mais j'en dis pas plus et ça sera développé. Alors, il ne fera que 3 heures, hein, il n'en fera pas 8. Voilà. Non, mais moi, personnellement, je tenais à vous remercier d'avoir fait ce travail-là. Parce que vraiment, vraiment, j'invite vraiment les gens à aller jeter un coup d'œil. Effectivement, c'est un musulman. Étant musulman moi-même, j'ai redécouvert, enfin, c'est vraiment exceptionnel, hein. J'ai redécouvert des choses, enfin, j'ai découvert des choses et qui me permettent de mettre des idées là où il faut et d'avoir les idées claires. On est vraiment sur vraiment partisanisme et tout ça, et que on grade. On t'entend très mal, Soso. Je suis désolé, mais on t'entend très mal. Et alors, juste, Monsieur K, je voulais juste rajouter juste une chose, puisqu'en fait, j'ai entendu cet argument 2-3 fois qui est assez fallacieux. Donc, la première, je veux bien entendre en disant on ne sait pas. Mais effectivement, David Livingstone est musulman, et donc, il n'y a pas que le catholique traditionnaliste Pierre Hillard qui est contre Dugin, comme on essaye de le faire croire. Voilà. Ça, c'est important à souligner. Merci. Merci Grégor. Je redonne la parole à Soso, mais essaye de faire un effort, s'il te plaît, sur la qualité sonore, parce que vraiment, c'est très dur à entendre. Vous m'entendez mieux là? Oui, on va donner un peu la parole à... Ouais. Vas-y, on t'écoute. Juste pour terminer là-dessus, c'est effectivement, donc étant musulman moi-même, j'ai découvert des choses qui m'ont permis de resituer enfin tout ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte et de sortir, si vous voulez, de la division et d'avoir une idée bien plus globale. Et effectivement, tout le monde en prend pour son grade, les soufistes, guénoniens. J'étais guénonien jusqu'à peu. Et je peux vous dire que grâce à ce travail, j'ai la chance de parler anglais, donc j'ai pu me plonger dans ces livres. Et je peux vous dire que, aussi guénonien que vous pouvez être, quand vous lisez et que vous comprenez, c'est exceptionnel. Donc merci beaucoup, Grégor, pour ça. Et j'invite vraiment les gens à aller vraiment aller se faire leur recherche, parce que c'est vraiment un travail universitaire exceptionnel. Donc allez-y, travaillez, faites votre avis, et vous verrez qu'on va sortir des divisions assez facilement. Et moi, ça m'a donné un peu d'espoir. C'est vraiment, merci beaucoup, Grégor, pour ça. Vraiment. Merci Soso. Merci. En effet, je vous renvoie tous au travail remarquable de Grégorovitch avec cette vidéo Hubris. Moi, je n'ai pas encore tout vu parce que je vous avoue que je suis dans des circonstances professionnelles exigeantes, donc je n'ai pas eu le temps d'aller au bout. 8 heures, c'est long. Mais je compte je compte sur mes vacances qui commencent demain pour pouvoir faire ça. Vous voyez, bah, en fait, dès qu'on va se quitter, vous voyez, je vais finir cette vidéo. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question à notre invité de marque, invité de qualité? Je remercie Grégor de sa présence parce que ce genre d'invité se fait rare. On avait fait un peu ce type d'émission parce qu'il faut aussi oser. Hein, je veux dire, les gens veulent beaucoup de choses, de contenu, on va dire good feel, vous voyez, feel good comme on dit pour les films. Donc ils veulent des tables rondes avec un petit peu toutes les épées de la dissidence. Ils veulent des gens qui se tapent dans le dos, qui se disent ah tu es extraordinaire, etc. Quand on est là pour finalement faire des éclaircissements et faire une discrimination positive, il n'y a plus personne. Donc je pense à François Belliot avec qui on avait fait ce travail sur un autre ponte de la chiassidance qui est Thierry Naissant.
Je donne la parole à Jamel. Vas-y, Jamel, on t'écoute. Jamel, je donne la parole à Bernard Jean. Bernard Jean, allez-y. Bernard Jean. Bernard Jean. Allô? Oui, allô, oui, j'entends. Ah non, vous n'entendez pas, Bernard Jean, alors allez-y. Eh bien, je suis présent, je viens juste de me connecter. Ah, Donc, écoutez, vous avez demandé la parole. Donc, je vous coupe le micro, très bien. Écoute, Grégor, si tu as un mot de conclusion, on va clôturer ces 2 heures de direct autour de Bouchée Double pour ta première édition mensuelle. Nous donnons rendez-vous dès à présent pour le mois prochain pour le 2e volet de cette série Bouchée Double. Avec plaisir. Et excusez-moi encore pour le ton un peu décousu du début. J'ai certaines circonstances atténuantes, comme on dit. Voilà. Et je tâcherai de faire un peu plus construit la prochaine fois. Voilà. C'était très bien, voilà, Grégor. Merci à toi. Voilà. Merci. Merci infiniment. Merci à vous tous, chers amis. À la conclusion de ce direct, je vais publier le direct dans les conditions du direct sans montage. Donc, vous m'excuserez pour ceux qui l'écoutent en diffusion pour les minutes de silence au début, parce qu'il y avait un problème technique. Parce que Grégor est également lui aussi en congé, il est en famille, il prend sur son temps de qualité avec les siens pour vous éclairer, vous instruire. Donc, soyez, s'il vous plaît, clément. Et n'oubliez pas que ici, désormais, chez Monsieur K, c'est une aventure solitaire. Il n'y a plus de techniciens, il n'y a personne pour faire les flyers, il n'y a personne pour faire rien du tout. Donc, ça se passe comme ça, malheureusement, sans filet. Voilà, c'est les conditions du direct. Merci encore à tous. Merci de votre indulgence et à très vite pour nos rendez-vous habituels en dehors de ces rendez-vous Bouchée Double. Dieu vous garde. Haut les cœurs.